Donc merci d'être là. Nous attendions Jean-Didier Vincent, qui a dû lire Freud, et vous savez ce que c'est qu'un acte manqué. Donc il avait oublié le livre, il est reparti, on le cherche, etc. Donc comme je ne voulais pas trop vous faire attendre longtemps, je démarre, et puis quand il arrivera, on prendra ses questions. Je répondrai d'abord à la question que Jean-Didier Vincent ne me pose pas. Pourquoi ce livre ? Comme ça, c'est facile, et puis je vais pouvoir tenir un petit quart d'heure. Parce que la contre-histoire de la philosophie à l'université populaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet ouvrage sur Freud tombe du ciel, n'aurait pas de raison autre qu'une espèce de justification psychiatrique, voire psychopathologique chez moi. Il y aurait une espèce de désir de tuer le père, qui tombe assez mal. Je dirais, mon père est décédé il y a 4 mois et je venais de finir mon ouvrage. Donc je trouve que ce genre d'argument est un petit peu court. Simplement, si on considère qu'indépendamment de cet ouvrage, il y a eu d'autres ouvrages qui procèdent d'une contre-histoire de la philosophie, j'ai, il y a 8 ans, en 2002, créé une université populaire à Caen, simplement parce que Le Pen s'était trouvé au 2e tour des élections présidentielles, que je ne pensais pas qu'il fallait vociférer et qu'il fallait signer des pétitions, dire que le fascisme ne passerait pas, mais qu'il fallait agir, faire quelque chose. Donc ma proposition, c'était la création d'une université populaire. Il s'agissait pour moi de reprendre le vieux flambeau de Condorcet au XVIIIe siècle, ou le flambeau d'un Georges de Herme qui, à l'époque de l'affaire Dreyfus, considérait que si antisémitisme il y avait, voire racisme, voire sexisme, c'est parce qu'il y avait défaut d'intelligence, manque de culture, manque de savoir. Et Georges de Herme a donc créé en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, les universités populaires qui consistaient à permettre aux intellectuels, je mets ça entre guillemets, d'aller au-devant de la classe ouvrière, je mets ça aussi entre guillemets, pour faire un usage politique du savoir et de la culture. Je pensais effectivement que tous les gens qui avaient voté Le Pen n'étaient pas des fascistes, des nazis, des négationnistes, des révisionnistes, mais des gens malheureux, oubliés, négligés, paumés, et qu'il y avait une espèce de malaise qu'il fallait entendre. Donc ma proposition a été de créer une université populaire. Donc ça démarre là, 2002. Je démarre avec Démocrite et Leucippe, à l'origine de la philosophie grecque, ceux qu'on appelle les présocratiques. Pas question pour moi de, comme on le dit aujourd'hui, de faire de l'argent ou de faire parler. Est-ce qu'on a envie de faire de l'argent en parlant de Leucippe ? Est-ce qu'on a envie de faire de l'argent en parlant de Philodème de Gadara ? Est-ce que l'année suivante, on a envie de faire de l'argent avec les gnostiques licencieux ou les frères et sœurs du libre esprit ? Non. J'ai continué mon travail, indépendamment de Paris, de manière provinciale, en revendiquant la province, en disant mais il y a aussi des Girondins, et vous plus que d'autres le savez, il n'y a pas que le jacobinisme parisien, tout ne se passe pas à Paris, donc à Caen. J'avais créé avec quelques amis l'université populaire. Donc j'ai consacré une année à l'Antiquité, une deuxième année en gros au Moyen-Âge, 2e siècle après Jésus-Christ jusqu'à Montaigne, 16e siècle, une année au 17e, les libertins baroques, une année au 18e, et puis 2-3 années au XIXe siècle. L'an dernier, j'ai terminé avec Nietzsche, et il me semblait que, je l'avais commencé cette année avec Jean-Marie Guyot, que Jean-Marie Guyot et Nietzsche incarnaient une tradition philosophique qu'on appelle le vitalisme. Et je me disais, je parlerai de Freud l'an prochain, mais comme un philosophe vitaliste. Et il s'agit à l'université populaire soit de parler de philosophes qu'on ne connaît pas, Simon le magicien par exemple, ou Philodème de Gadara, ou Lorenzo Valla, ou des gens dont on parle peu, voire de gens dont on connaît le nom, Épicure, Montaigne par exemple et quelques autres, mais de manière un peu en biais. Pour Montaigne, par exemple, j'étais parti de trois références dans les essais où Montaigne nous dit qu'il n'a pas écrit les essais, mais qu'il les a dictés. Donc j'avais construit mon propos sur cette diction des essais. Et donc j'avais prévu évidemment de parler de Freud. Il n'était pas question de ne pas parler de Freud. Et quand je suis arrivé à l'œuvre complète, comme je fais, c'est-à-dire je lis l'œuvre complète, je lis les biographies, je lis les correspondances, c'est ma méthode, je me suis dit, il y a 1000 personnes à mon cours, il y aura bien dans l'assemblée des gens qui auront lu le livre noir de la psychanalyse, et il faut bien que je sois au courant des thèses des adversaires de Freud, du freudisme et de la psychanalyse. Elisabeth Roudinesco avait présenté ça à longueur de page du Monde et avec quelques-uns de ses amis comme un livre fabriqué par des antisémites, des négationnistes, des révisionnistes, des gens d'extrême droite, des gens douteux, des gens suspects, des gens malveillants, des gens méchants, etc., etc. Donc, pour moi, à l'époque, la caution du Monde et la caution d'Elisabeth Roudinesco, tout ça faisait que j'avais acheté le livre pour que ça fasse partie de la bibliothèque, mais je ne l'avais pas lu. Donc j'ai lu le livre noir de la psychanalyse pour être au courant des thèses qu'on aurait pu m'objecter, et je suis tombé de ma chaise en constatant qu'il y avait des faits
historiques, vérifiables, et que ces faits historiques et vérifiables constituaient l'histoire de la psychanalyse, et qu'en face, il y avait la légende de la psychanalyse, entretenue par des gens qui ont un intérêt éminemment matériel, très trivial, à faire de telle sorte que la psychanalyse comme légende puisse continuer à exister. C'est très rentable, la psychanalyse, c'est très 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 rentable. 450 € la séance de Freud, par exemple, en 1925, l'heure. Et 1 heure tous les jours, nous dit Freud, et 8 patients par jour, et en liquide, et tout ça échappe au fisc. Donc vous imaginez bien que ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui pour ceux qui continuent à me traiter de fasciste, de nazi, d'antisémite, etc. Donc je me suis dit, mais il faut revenir sur Freud, vraiment, totalement, définitivement, à partir de ces informations qui nous montrent un Freud menteur, affabulateur, destructeur de correspondance. Ah bon. Ben, je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Bonjour. Ça va, Charlie? Ça va. Bon, alors. Non, je finis juste ma phrase et puis après vous me poserez la seconde question. Après, et donc, ça m'étonnerait qu'il puisse en placer une. Oui, bon, on va voir ça. Pour l'instant, je continue. Et donc, il y a cette proposition d'une contre-histoire de la philosophie. Je découvre que Freud est ce personnage. Je propose, à partir de la méthode dont je vous parlais, c'est-à-dire le croisement de l'œuvre complète, de la correspondance et des biographies, de ce qui me permet de découvrir un Freud dont nous allons parler avec Jean Didier. Et de fait, c'est une bombe. Je n'ai pas voulu comme telle, mais simplement c'est un moment de la contre-histoire de la philosophie. Donc la justification de Freud, c'est que simplement en 2009-2010, on arrive à Freud. L'an prochain, la vie continue. Il y aura autre chose que Freud. Il s'agira du freudomarxisme, d'Eric Fromm, de Marcuse, de Reich. Et puis l'année d'après, il sera question d'Ernst Bloch et de Simone de Beauvoir. Donc c'est un moment dans ma vie. C'est pas le fin mot de la totalité de mon existence. Cher Jean-Didier Vincent, c'est à vous. Eh bien, écoutez, merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous décrire un acte manqué. J'avais oublié mon livre et puis les notes que j'avais préparées. Donc j'ai dû faire demi-tour et revenir. La circulation n'était pas... Voilà, donc j'ai une excuse qui est un peu freudienne, mais... Complètement. J'avais déjà prévu la remarque. Totalement freudienne. Je suis d'ailleurs... Voilà, donc si quelqu'un ne connaît pas Michel Onfray dans la salle, qui veuille bien se lever et sortir. Il y a beaucoup de gens debout. Bon, enfin, a priori, tout le monde, cher ami, vous connaît, nous vous voyons, parce que c'est l'usage. Alors, je devais d'abord vous présenter brièvement. Donc, vous êtes docteur en philosophie, vous avez créé, après une enfance malheureuse, il faut bien le dire, vous avez créé à Caen une université, votre université. C'est le meilleur moyen, quand on n'est pas à l'université, d'en faire une. Et évidemment, vous l'avez fait populaire, car nous partageons tous les deux un goût pour le peuple qui fait de nous des anarchistes et qui nous rapproche aujourd'hui, ce qui fait que vous avez devant vous probablement les anarchistes les plus redoutables de France. Il faut dire qu'ils se comptent pour l'instant sur les doigts de la main. Je me dis à qui je puis le comparer. Il y a Chomsky aux États-Unis, il y a truc. Mais enfin, moi je sais que mon livre sur Reclus a été refusé par France Culture parce que pas assez culturel. Voilà, c'est la raison qu'on m'a donnée, moi qui suis resté 6 ans sur France Culture à dire des bêtises. Alors donc, Michel Onfray, c'est une amitié qui est redoutable, car il faut souvent avoir à le défendre, ce qui n'est pas toujours facile, car il se met toujours dans des situations impossibles. Mais c'est ce qui fait son charme et ce qui fait qu'il est attachant. Donc notre amitié au début a été un peu difficile, car Michel Onfray, qui était à l'époque en quête d'ennemis, m'avait trouvé comme une des cibles désignées, m'avait simplement le malheureux confondu avec Jean-Pierre Changeux. Ce qui n'était... Enfin non, pas vraiment, mais il me trouvait réductionniste. C'est l'époque où le neurone, pour lui, n'était pas la quintessence de la pensée philosophique, quoi. Et il se trouve qu'il partageait tout à fait mon point de vue et que moi aussi, je me suis colté toute ma vie avec les dévots du neurone, ceux qui croient que l'âme se cache dans une fente synaptique. Il y en a encore. Changeux vit toujours, pas pour longtemps, parce qu'il ne se porte pas très bien. Il va mourir sans avoir eu le prix Nobel qu'il attend pratiquement depuis qu'il est étudiant. C'est le prix Nobel,
Vous n'attendez pas le prix Nobel. Peu de chance que vous l'ayez, de toute façon. Alors, un point qui nous a rapprochés, après tout, et très vite d'ailleurs autour d'une table le plus souvent, en bonne compagnie, Denis Mola n'a pas été pour rien dans cette réconciliation, c'est que nous sommes tous les deux des résistants. C'est vrai, nous sommes des résistants de la grande espèce, nous sommes résistants à la psychanalyse. Moi, je suis le prototype du résistant à la psychanalyse. J'ai été longtemps résistant, au point que quand tous mes collègues chefs de clinique, neurologues, etc., partaient à Paris, dans l'Aquitaine, pour aller voir leurs analystes, moi, je résistais, j'allais enfoncer des électrodes dans un cerveau de singe pour essayer d'en extraire la quintessence et le secret de son sommeil. Voilà, alors moi j'étais résistant, mais j'étais honteux. Je me sentais coupable. J'ai fait une première psychanalyse par osmose au wagon-restaurant de l'Aquitaine, avec des psychanalystes lacanoïdes célèbres à Bordeaux, dont je me suis progressivement imprégné. Et puis, j'étais à la Salpêtrière, je m'étais inscrit chez Marie Bonaparte, parce que je voulais une psychanalyste vieille, elle meurt. Elle n'était pas juive en plus, donc ça me gênait un peu, mais je voulais une vieille. Je me suis fait psychanalyser, tout le monde le sait, tout le monde qui a lu mes livres, je m'en vante beaucoup, par une guenon. La célèbre guenon noire qui était une chimpanzé du jardin d'acclimatation, enfin pas d'acclimatation, du jardin des plantes, avec la singerie qui était juste en face de la Salpêtrière. Ce qui fait que tous les mardis à midi, pendant 1 an, je le jure, vraiment, sur ce que j'ai de plus cher, je suis allé raconter un peu ce qui se passait dans mon inconscient à cette guenon, sans quoi elle était une analyste convaincue, elle me montrait quelquefois son postérieur et une certaine indifférence, donc c'était une écoute qui était parfaitement neuve, et je la payais, et ça c'est important parce qu'on y reviendra tout à l'heure peut-être, avec une poche de cacahuètes. Voilà. Elle a disparu, elle est morte je crois, et aujourd'hui il y a c'est une orang-outan, qui est une très bonne analyste aussi, puisqu'on a fait un film sur elle, elle s'appelle Nénette. Et ceux d'entre vous qui sont en souffrance, je leur conseille les entretiens, le face-à-face, parce que j'ai essayé à un moment donné de m'étendre sur la banquette de la singerie, qui est un rectangle, je n'étais pas confortable. Voilà, donc voilà mon histoire de résistance. Alors après, ça n'a fait que s'accroître, mais à la différence de vous, cher ami, je suis devenu collabo. Collabo, carrément. J'ai arrêté de faire de la résistance et je me suis convaincu, parce que j'ai eu des amis de ce côté, que finalement, quand je voulais expliquer mes trucs dans l'hypothalamus, tout ça, les analystes, quelquefois, tenaient des propos. Je leur étais utile quand ils voulaient faire un peu de science. Et moi, mon Dieu, ça me permettait d'utiliser un vocabulaire où je flanquais des neurones dessus, un peu de dopamine, un truc comme ça, vous voyez. Et je me suis construit en collaborant avec un certain nombre alors je le dis tout de suite, il y a des analystes que je respecte beaucoup. Certains ont parlé très, très modérément, comme André Green, qui est, je crois, quand même aussi un bon philosophe. J'ai fréquenté Pontalis, j'ai fréquenté toute une série de gens. Je dirais que même à Bordeaux, j'ai quelques amis analystes, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Donc, c'est vrai que je suis un peu passé à l'ennemi, mais bon, c'est pas si grave que ça, parce que ce qui nous rapproche, c'est quand même la compassion. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la compassion, sur l'empathie, sur cette propension qu'a l'humain à communiquer avec l'autre, sur l'entraide, qui m'a amené à mon dernier auteur, c'est-à-dire Élisée Reclus, et puis peut-être aussi des gens comme, évidemment, comme Michel Bakounine ou Pierre Kropotkin, qui a écrit des livres qui s'appellent La conquête du pain, qui s'appellent... Enfin, je ne vais pas vous parler d'anarchie, mais c'est vrai que nous sommes ici pour parler de nous et parler du... Voilà. Et je sais que j'ai trop parlé. Maintenant, je vais me taire.
c'était pour dire mon amitié pour M. Onfray. C'est pour rappeler à l'assistance que vous n'êtes pas au cirque, mais que notre société, qui n'est pas une société du spectacle, mais qui est une société du débat, eh bien le débat, ça commence à nous gonfler, si je puis vous dire. On n'est pas dans la société du spectacle, on est dans la cité de la parlotte, avec des hebdomadaires qui rabâchent, des gens qui sont toujours les mêmes, et je dis ça, je ne pense pas particulièrement à Cyrulnik ou à d'autres, je veux dire que il y en a assez de cette société du débat. Alors, de grâce, si vous avez des questions à les poser, posez-les, mais calmos pour les débats, et les psychanalystes qui se sentiront frustrés, ils exprimeront, je l'espère, leur frustration sur un mode courtois. Ceci étant dit, ces avertissements étant faits, il n'y aura pas de représailles de toute façon de ma part, mais je compte sur vous et je te repasse la parole, ou je vous repasse la parole, pardon, pour l'exposé de ce travail qui est une somme, effectivement, et qui est extrêmement impressionnant et qui mérite d'être lu. Voilà. C'était pas utile d'aller rechercher mon livre, finalement, ni les questions. Donc je reprends. Alors, c'est l'obsessionnalité inhérente à notre position. Donc je continue à répondre à ma question. Et donc en vous disant effectivement que ça procédait de la démarche de la contre-histoire de la philosophie, qu'il n'était pas question pour moi de faire un travail critique sur la psychanalyse, mais d'aborder le cas Freud. Il n'est pas question pour moi et pour les gens qui auront lu le million de signes qui se trouvent dans cet ouvrage, de faire une critique de toute la psychanalyse, de toutes les psychanalyses, de considérer que toutes les psychothérapies sont indéfendables, de considérer que toute psychologie est insupportable. Ça, c'est une espèce d'effet du coup d'État freudien qui laisse croire qu'aujourd'hui la psychologie c'est la psychanalyse c'est Freud. Donc il n'y a jamais eu Breuer avant Freud, il n'y a jamais eu Forel avant Freud, il n'y a jamais eu Jung ou Adler en même temps que Freud, et il n'y a jamais eu d'autres philosophes après Freud, puisque Freud a laissé croire que la vérité c'était lui. Ma proposition est une lecture nietzschéenne, c'est-à-dire que dans la perspective de l'an dernier, j'avais tâché de montrer que, et c'est comme ça d'ailleurs que je fonctionne depuis 2002, que Nietzsche avait raison de nous dire dans la préface du Gai Savoir que nous n'avons jamais que la philosophie de notre propre personne, et que toute philosophie est l'autobiographie d'un corps. Donc ça marche pour Nietzsche qui le dit, mais ça marche pour les philosophes d'avant Nietzsche, pendant Nietzsche et après Nietzsche. Et donc j'ai tâché de voir comment ça fonctionnait aussi avec Freud, pour Freud. Et donc j'ai raconté dans cette préface, enfin dans la préface de cet ouvrage, comment j'avais été formaté à Freud, au freudisme et à la psychanalyse, comment Jean Didier le disait tout à l'heure, le petit garçon, fils de pauvre, qui se retrouve dans un orphelinat à l'âge de 10 ans et qui, à 14 ans, sort de la classe de 3e, se retrouve dans une petite ville de sous-préfecture, Argentan, où il y a une bouquiniste qui, le mardi, vend des livres. Eh bien là, je trouve un certain nombre d'ouvrages, je lis un petit peu tout et n'importe quoi. Des bonnes choses, Baudelaire, Flaubert, Mallarmé, Rimbaud, etc. Et puis des mauvaises choses. Je lis de la psychanalyse, je lis Nietzsche, je lis Marx, je découvre un peu tout ça dans le désordre, et de fait, je dis Nietzsche, Marx et Freud sont des gens qui m'ont parlé. Nietzsche me parlait parce qu'effectivement, le petit garçon qui avait vécu 4 années dans un orphelinat de prêtres salésiens adorait celui qui, à la fin de l'Antéchrist, invite à raser le Vatican et sur ce qui reste du Vatican, à faire un élevage de serpents. Ça, c'est plutôt sympathique, je dirais. Il aime le fils de pauvre, le Marx, qui nous dit que le capitalisme n'est pas l'horizon indépassable et qu'on peut une autre société que la société capitaliste. Et puis il aime aussi le Freud qui nous dit que la masturbation, ça va, c'est pas grave, ça fait pas pousser les oreilles et ça ne rend pas débile, comme les prêtres le faisaient savoir dans les confessionnaux où nous racontions nos turpitudes. Donc effectivement, je lis de la psychanalyse, un peu dans le désordre. D'abord, 3 essais sur la théorie de la sexualité, et je découvre qu'il y a une sexualité infantile, qu'il y a une sexualité adolescente, qu'il y a des stades, fameux stades classiques, on connaît l'histoire. Je souscris à tout ça. Je rentre en classe terminale, le programme de philo nous dit que Freud est un philosophe et qu'il faut le lire. Dans l'année, on nous dit qu'il faut lire un certain nombre de choses, dont Totem et Tabou, l'introduction à la psychanalyse, que je lis. J'ajoute 2 ou 3 choses, métapsychologie, quelques autres ouvrages, et puis on m'enseigne la psychanalyse en classe terminale. Je rentre à l'université. Je suis un cours de psychanalyse. Dans le cours de psychanalyse, on nous enseigne les 5 psychanalyses. On nous explique le petit Hans, le cas d'Ora, le président Schreber, l'homme au loup, l'homme au rat, et on nous explique que Freud soigne, guérit, obtient des résultats avec sa méthode. On nous invite à lire Didier Anzieux, l'auto-analyse, pour expliquer que Freud tout seul
tout seul, comme un grand, à partir d'une auto-analyse, va plonger dans son inconscient pour découvrir des vérités universelles du genre le complexe d'Édipe, la horde primitive, le meurtre du père, le banquet primitif. Donc voilà, petit garçon, jeune homme, je dirais, de 16 ans, quand je rentre en terminale, 17 ans, ne va pas douter d'un auteur qui est publié en livre de poche, enseigné en classe terminale, puis enseigné à l'université. Donc je deviens moi-même professeur de philosophie, j'enseigne pendant 20 ans Freud, ce que j'appelle des cartes postales freudiennes, les stades, oral, anal, génital, phallique, sadique, anal. J'explique le complexe d'Édipe, j'explique la signification des rêves, j'explique la métapsychologie, j'explique totem et tabou, la naissance de la loi, enfin toutes ces choses-là, comme j'explique la nature naturante et la nature naturée chez Spinoza, comme j'explique l'allégorie de la caverne chez Platon, comme j'explique la conversion d'Augustin, comme j'explique l'impératif catégorique chez Kant, c'est-à-dire comme un grand moment d'histoire de la philosophie. Je découvre que mes élèves sont touchés, concernés, ébranlés pour certains quand je parle du complexe d'Édipe, quand je raconte les histoires freudiennes. Et j'ai toujours quelques élèves qui, à la fin du cours, viennent me voir, puis commencent à me raconter des choses. Leur enfance, sauf à des questions évidemment personnelles. Comment devient-on pédophile? Pourquoi est-ce qu'on est violeur? Pourquoi est-ce qu'il y a des attouchements? Pourquoi? Et puis je me retrouvais transformé en psychothérapeute, ce que je ne souhaitais évidemment pas être. Et j'avais une collègue qui était prof de maths, dont le mari était psychiatre et qui, lui, acceptait de rencontrer ses élèves qui avaient des difficultés. Mais je sentais bien qu'effectivement, il y avait une espèce de chamanisme, de pouvoir dangereux pour le professeur de philosophie et qu'on aurait pu passer l'année entière sur la psychanalyse et j'aurais obtenu une espèce d'ascendant dangereux. Et comme Jean Didier, je dirais, il nous est odieux de suivre autant que de guider, pour utiliser l'expression de Nietzsche, et que ma fibre libertaire ne me rend pas heureux à être le chef, ou à être le guide, ou à avoir des ouailles qui me demanderaient ce qu'il faut penser, croire, ou etc. Je passais à autre chose et on réglait le problème ailleurs, différemment et autrement. Et donc je vous disais tout à l'heure, pour démarrer, que quand j'ai abordé Freud, et pour la contre-histoire de la philosophie, effectivement, j'ai découvert tout ce dossier critique du livre noir de la psychanalyse, dont on a dit qu'il était un plaidoyer pour les thérapies comportementales cognitives, ce qui est faux. Ce qui est faux. L'ouvrage est fait d'une quarantaine d'interventions, une quarantaine d'intervenants, 3 ou 4 défendent les TCC, 3 ou 4 seulement. Il était faux de dire que ces gens-là étaient payés par les laboratoires, qu'il y avait des histoires d'argent, des gros sous, parce que les laboratoires pharmaceutiques étaient derrière tout ça et que ces gens-là étaient payés. Il était faux, évidemment, de dire que ces gens-là étaient des révisionnistes. Comme par hasard, il y avait toujours une petite note en bas de page pour dire que révisionniste, ça voulait dire susceptible de réviser l'histoire freudienne telle qu'elle est posée, que bien sûr, ça n'a rien à voir avec le révisionnisme qui lui-même entretient une relation avec le négationnisme qui lui-même est négation des chambres à gaz. Mais c'était tout de même dit. Donc effectivement, on a criminalisé des gens que personne ne connaît, Didier Pleu, Michael Borg-Jacobsen, Jacques Van Drieler, Cotreau, Monsieur Cotreau, enfin tous ces gens qui ont fait un travail remarquable, dont on a dit qu'ils étaient des antisémites, qu'ils étaient des fascistes, des nazis, etc., etc. Et quand j'ai découvert effectivement que tout ça cachait le poteau rose, et que de fait, il y avait beaucoup de choses à découvrir chez Freud derrière la légende, eh bien, je me suis dit, je vais faire un cours entier cette année sur Freud. Je vais consacrer un livre à part, comme j'avais fait un traité d'athéologie à part, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai traité la fin du monde antique et l'avènement du Moyen-Âge, j'avais fait quelques cours sur la question de la naissance du christianisme, du coup d'état de Constantin, de la fiction de Jésus, de la fabrication d'une mythologie, de la construction, du devenir religion de cette secte qui était le christianisme. Et puis j'avais extrait la matière ou le matériau de ce travail pour faire un livre à part, le traité d'athéologie. Et bien là, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire j'ai sorti de la contre-histoire telle qu'elle est rédigée ce gros livre pour en faire un livre à part. Dans la contre-histoire, il y aura un chapitre sur Freud, mais pas un livre, et ce chapitre rentrera l'an prochain dans une perspective qui s'appellera le principe de plaisir, et qui permettra d'avoir un portrait en négatif, c'est un peu comme ça que je fonctionne dans la contre-histoire de la philosophie, un portrait en négatif de Freud et un portrait en positif des freudo-marxistes. Car le freudo-marxisme a fait la réputation de Freud. C'est-à-dire que Freud était misogyne, on peut rentrer dans le détail, je veux dire, il considère que aux femmes il manque le pénis, et que la vérité c'est le pénis, et que la femme est toujours dans une logique de castration. Donc en fait la femme est un homme inaccompli. Il considère que l'homosexuel est quelqu'un qui est aussi inaccompli, que le véritable objet de fixation c'est l'être du sexe étranger, et que si on ne parvient pas à autre chose qu'à une fixation sur soi-même, on est dans une logique narcissique. Donc
on est homosexuel, c'est-à-dire donc ce personnage qui est misogyne, ce personnage qui est homophobe, ce personnage qui nous dit que les juifs sont dominateurs et sûrs d'eux-mêmes, ce personnage qui nous dit dans Moïse et le monothéisme que Moïse n'est pas juif, mais qu'il était égyptien, qu'il n'y a pas de peuple juif, mais qu'il y a un peuple égyptien, c'est-à-dire ce personnage qui est juif et antisémite, ce personnage qui fait l'éloge de Mussolini en lui faisant une dédicace dans un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?», qu'on présente habituellement comme un texte pacifiste, alors que c'est un échange de lettres avec Einstein et que le pacifiste c'est Einstein et que le belliciste c'est Freud et que quand Freud écrit dans sa correspondance qu'il est en train de travailler à cet échange de lettres, il parle des sottises, entre guillemets, des sottises pacifistes d'Einstein, alors que lui dit que la guerre ce serait bien qu'on en finisse, bien sûr, mais qu'on n'en finit pas avec la pulsion de mort et qu'il y aura toujours la guerre et que la solution c'est de mater les masses, faire de telle sorte que les masses soient commandées, guidées, dirigées par un grand homme et que la vérité politique, c'est l'élitisme qui permet un certain nombre d'individus qui vont guider les masses et guider le peuple. C'est le même personnage qui va défendre le chancelier Dollfuss, qui en 1934 va massacrer entre 1500 et 2000 ouvriers avec les canons, avec les avions, avec des potences. Et Freud trouve ça très bien, trouve ça tout à fait défendable. C'est Freud qui, plus tard, va travailler avec l'Institut Göring pour faire de telle sorte qu'on puisse collaborer avec le national-socialisme, c'est-à-dire que la psychanalyse puisse exister sous le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Alors évidemment, la mythologie, c'est qu'on a jeté au feu les œuvres de Freud, que donc la psychanalyse était refusée par le Troisième Reich, ce qui est faux. Ce qui est refusé par le Troisième Reich, ce sont les psychanalystes juifs, parce qu'ils sont juifs, pas parce qu'ils sont psychanalystes. Et si on a déporté des psychanalystes juifs, c'est parce qu'ils étaient juifs et pas parce qu'ils étaient psychanalystes. Et les psychanalystes ont pu continuer à travailler grâce à Freud, qui a collaboré, je mets le mot entre guillemets, il est même de Elisabeth Roudinesco. Donc je dirais c'est cette figure-là que je découvre en me disant, mais alors pourquoi est-ce qu'on a caché tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on a traité d'antisémites, de nazis, de fascistes, des gens qui ont simplement dit qu'il fallait voir la vérité d'un Freud qui effectivement était de ce côté-là de la barrière politique. Donc c'est un personnage qui donne l'impression aujourd'hui, alors qu'il a été misogyne, phallocrate, homophobe, antisémite, défenseur des césarismes fascistes au XXe siècle, c'est un personnage qui donne l'impression d'être un libérateur, d'être un féministe, d'être un personnage qui a libéré la sexualité. Et là, il y a une espèce de malentendu étonnant, et c'est mai 68 ce malentendu. C'est-à-dire que c'est le freudomarxisme qui a permis une seconde introduction de Freud en France. La première introduction, elle se fait par la littérature, par Apollinaire, par Sandrard, par Gide, par la NRF. Et ça séduit absolument les hommes de lettres. Et puis après les artistes, et puis les peintres, et puis le surréalisme, et puis André Breton. Donc c'est une fascination de littéraire. Et par la suite, on va se trouver fasciné par un personnage qui nous dit qu'il faut jouir sans entrave, qu'il faut une sexualité libre, qu'il faut libérer les corps, etc., etc. Freud a dit le contraire. Freud a dit que la civilisation se constituait par la répression des pulsions sexuelles et qu'on ne pouvait pas inviter à la libération de cette sexualité ou de cette libido. Il nous dit on a besoin de ça pour constituer la civilisation. Donc si ça ne va pas, si vous êtes dans la douleur parce que vous êtes obligé de renoncer à vos pulsions sexuelles, eh bien il y a quelque chose qui s'appelle le divan. Venez me voir et au coup par coup, au cas par cas, je vais vous permettre de régler votre problème, mais on ne touche pas à la société. Très anti-marxiste, très anti-bolchevique, très anti-communiste, voire malaise dans la civilisation, voire l'avenir d'une illusion, des ouvrages des ouvrages dans lesquels on trouve des pages consacrées à démonter le bolchevisme, le marxisme. On n'entre pas dans les détails, mais je veux dire, vous ne trouverez à aucun moment de critique du fascisme ou de critique du national-socialisme dans l'œuvre complète de Freud. 20 volumes, vous trouverez des pages agressives sur le communisme, aucune page agressive sur le fascisme de Mussolini, sur le national-socialisme hitlérien. Donc c'est une espèce de façon pour moi de tomber de ma chaise en me disant mais ce personnage, on nous l'a présenté avec des cartes postales, et les cartes postales, il faut les détruire les unes après les autres en disant Freud n'a pas inventé l'inconscient, Freud n'a pas découvert des continents dont il nous dit qu'il en est l'inventeur. On parlait tout à l'heure, Jean-Didier en parlait de l'acte manqué, en nous disant l'acte manqué, mais évidemment, acte manqué égale Freud, le lapsus égale Freud, signification des rêves égale Freud, mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient égale Freud, ce qui est faux. Ce qui est faux. Soloway a écrit quelque chose de redoutable, une somme de 600 pages pour montrer tous les emprunts que Freud fait à des scientifiques de l'époque qu'il néglige. Évidemment, on ne dira pas qui est l'inventeur du lapsus, de l'acte manqué dans l'acception freudienne d'aujourd'hui. Pour quelqu'un aujourd'hui, un acte manqué,
ça signifie toujours un désir inconscient, et c'est Freud qui nous a renseignés sur ce sujet. Et ce n'est pas Freud. Si vous faites un travail d'historien des idées, vous voyez qu'il y a en amont un tas d'auteurs que Freud a lus et n'a jamais cités. Et a laissé de côté. Il a même inventé un concept de cryptomnésie, le concept de cryptomnésie, pour expliquer qu'il a le droit de ne pas se souvenir de choses qu'il aurait lues et d'avoir oublié qu'il avait fait telle ou telle lecture et finalement d'emprunter un concept à tel ou tel. Il nous explique que Empédocle a développé cette idée de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, d'Eros et de Thanatos. Il dit mais peut-être que j'ai lu tout ça, mais je m'en souviens pas, et comme je m'en souviens pas, finalement, c'est moi qui l'ai inventé. Et puis il dit pas exactement la même chose. Donc Empédocle a beau dire ce que je dis moi aujourd'hui, ce que je dis moi a plus d'importance et plus d'intérêt que ce que dit Empédocle. Donc il faut rentrer dans le détail de cette aventure, montrer que Freud a tort de dire qu'il s'agit d'une science. Freud, en 1917, il voulait le prix Nobel depuis très longtemps. Il n'a pas eu le prix Nobel pendant plusieurs années. En 1917, il l'a pas, il l'attendait. Il écrit un texte dans lequel il dit « Il y a eu 3 blessures narcissiques infligées à l'humanité, Copernic, Darwin et moi-même ». Copernic qui nous dit la Terre n'est pas au centre du monde, contrairement à ce que le christianisme enseigne. La Terre, elle est un satellite du Soleil, c'est l'héliocentrisme qui est la vérité. Blessure narcissique à partir de l'astronomie. Blessure biologique, l'homme n'est pas le sommet de la création, il n'est pas distinct de l'animal, c'est une variation sur le thème de l'animal. Darwin en fait la démonstration en 1859. Deuxième blessure narcissique. Et troisième blessure narcissique, elle n'a plus à voir avec l'astronomie ou avec les sciences naturelles, mais elle a à voir avec la psychologie. Le moi n'est plus maître dans sa demeure, nous dit Freud, et c'est moi qui ai fait cette découverte, nous dit-il, et c'est une découverte bien plus importante que celle de Copernic et Darwin. C'est-à-dire que comme Napoléon se place la couronne sur la tête le jour du sacre, eh bien Freud considère qu'il est un homme de science, qu'il est un homme important, qu'il a découvert un nouveau continent, et que l'inconscient, c'est sa vérité, c'est sa découverte, c'est sa trouvaille, et que personne avant lui n'avait compris ce qu'était l'inconscient, dans lequel on trouve le complexe d'Édipe, le meurtre du père, la horde primitive et ce genre de choses dont il nous dit soit vous vous en souvenez, et c'est bien la preuve que j'ai raison, dit Freud, soit vous ne vous en souvenez pas, et c'est encore plus la preuve que j'ai raison, puisque tout ça a été refoulé. Donc vous n'échappez pas à cette idée que le complexe d'Édipe, qui est la vérité personnelle, subjective et solipsiste de Freud, devienne une vérité universelle. Quand il va de Leipzig à Vienne, en train, le petit garçon qu'est Freud dit « Je n'ai pas pu ne pas voir ma mère nue. Je n'ai pas pu ne pas la désirer sexuellement. » Donc, tout le monde désire sa mère, tous les petits garçons désirent leur mère et désirent détruire leur propre père. Il passe d'un fantasme personnel, d'un désir personnel à une vérité universelle sous prétexte qu'il aurait découvert ça en examinant son propre inconscient. Donc je montre, et puis je vais laisser la parole à Jean Didier, mais je montre sur un certain nombre de cas comme cela que tout ça procède d'une psychologie littéraire, d'une autobiographie, et que l'idée qu'il serait dans la scientificité, dans la découverte, qu'il serait dans l'examen, dans la clinique, dans l'écoute d'un certain nombre de cas, tout ça est une fiction. Il n'y a pas de clinique. Quand il nous dit qu'il a 18 cas derrière lui pour échafauder sa théorie de la séduction, il n'y en a pas 18. Quand il nous dit qu'il a guéri tel ou tel, il n'a pas guéri tel ou tel. Quand il nous dit en 1918 qu'il a guéri l'homme au loup, Sergueï Pankeïev, et que l'affaire est réglée, il n'a pas guéri Sergueï Pankeïev, qui en 1974, plus qu'octogénaire, se confie à une journaliste en disant qu'il est toujours en analyse, qu'il est toujours dans la douleur, qu'il est toujours dans la souffrance, et que Freud ne l'a pas guéri. Donc je me contente tout simplement de mettre en perspective des faits historiques vérifiables, et ce qui est assez singulier, c'est que quand on se contente de faire de l'histoire des idées, de l'histoire de la philosophie, voire de la philosophie de l'histoire des idées, eh bien on se retrouve à déclencher des haines, des passions, des hystéries de la part de gens qui nous disent que puisqu'ils sont analysés, eux, ils sont dans la sérénité, ce qui est assez singulier à constater, c'est-à-dire qu'effectivement la sérénité des gens qui haïssent, simplement parce qu'ils ne veulent pas rencontrer l'histoire en face, sont des gens qui font la démonstration qu'ils sont en plein déni, qui sont en plein délire, et que la possibilité aujourd'hui de faire de l'histoire, de travailler à l'histoire, de travailler aux faits, est une possibilité de plus en plus réduite, parce qu'on préfère les mythologies qui nous séduisent plutôt que les vérités qui nous inquiètent. On préfère les légendes qui font du bien plutôt que les travaux philosophiques qui sont susceptibles de nous ébranler et d'ébranler nos certitudes. Moi, j'ai une certitude ébranlée, je le dis dans la préface, j'ai cru effectivement à ce qu'on m'avait enseigné pendant des années. Et quand j'ai vu un certain nombre d'informations, plutôt que de dire non, ils ont tort, je me suis dit j'ai eu tort.
J'ai eu tort. Donc je propose le dossier qui permettra à tout un chacun de revoir ses connaissances sur Freud et puis de juger par lui-même en disant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pensable, est-ce que c'est défendable, et puis est-ce que la critique que je fais de Freud en disant qu'il élabore une psychologie littéraire, ça affecte la possibilité d'une psychothérapie, parce que c'est une question qu'il faut poser. Moi je pense que la psychothérapie, quand elle n'est pas freudienne, peut évidemment produire des effets, mais même aussi quand elle est freudienne, et qu'il y aurait là un débat qui évidemment est loin d'être mené parce que pour l'instant les gens n'ont pas envie du débat. Voilà, ceci dit, je m'arrête pour solliciter une de vos questions. Et vous réveiller peut-être un peu. Non, pas du tout, mais j'ai déjà entendu votre défense, donc je connais vos arguments et j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que de temps en temps, il y a quand même... C'est comme un paysan qui laboure son champ. Enfin, J'ai un ami psychanalyste, car j'ai des amis psychanalystes, j'ai exactement suivi le chemin inverse de vous. Une résistance terrible. J'étais bloqué, je voulais pas raconter mes histoires de fesses, de trucs de ma mère qui... si vous saviez l'horreur de mon inconscient. Les trucs qui se sont déroulés là-dedans, mais franchement... Profitez-en, il n'y a personne, racontez-nous. Oh non, mais j'en laisse comme ça, filer un peu, comme ça, de temps en temps. Mais la masturbation, oh là là. Moi j'étais à la fois catholique et protestant, donc j'avais le curé, il laisse tomber le curé, mais les protestants ont tenu plus longtemps. C'était très dur, très dur. Et je ne pouvais pas le saquer, c'est vrai, Freud. Et puis surtout les analystes à l'époque, il y avait à Bordeaux, il y avait beaucoup de lacaniens, il y avait trop de lacaniens. Il faut dire que les lacaniens, quand ils sont mauvais, parce qu'il y a de bons lacaniens, il y a de bons lacaniens, il y a des gens qui ont fait un vrai travail, en brûlant l'idole d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi brûler chez Lacan, c'est un feu qui brûle bien. Enfin moi il m'a fauché tellement de... J'ai eu une série de petites amies qui ont fini chez Lacan, je ne lui pardonnerai jamais. Enfin elles en sont encore déréglées d'ailleurs les pauvres, enfin, même celles qui sont devenues mères de famille, qui ont essayé de s'en tirer, de croire qu'elles s'en tiraient, on ne se tire jamais de Lacan. Mais moi, je m'en suis tiré parce que je n'y suis pas allé, justement. Et puis, par la neurobiologie, c'est ça qui va vous étonner, j'ai découvert Freud. J'ai découvert d'ailleurs quel immense écrivain il était. Oh, c'est un peu lourd comme littérature, c'est germain, c'est comme ça. Et quand cet analyste m'a dit, parce que j'étais un peu embarrassé de venir cracher un peu dans cette soupe qui me... C'est-à-dire, par exemple, l'amnésie infantile, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de génial dans l'amnésie infantile. En réalité, c'est une immaturité de l'hippocampe pour moi, mais je veux dire que c'est pas... Mais Freud a placé sa salade là-dessus, et ça m'a ouvert des perspectives, des équivalences cliniques, etc. Puis j'ai découvert qu'il y avait des médecins chez les psychanalystes, qu'il y avait d'excellents médecins, d'excellents psychiatres. J'avoue que j'ai une petite préférence pour les médecins plutôt que pour les psychologues. Quand même, quand on est face à la souffrance, et en tant que praticien, en tant que clinicien, l'attitude est peut-être plus acceptable que quand on n'est pas médecin. Alors, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'excellents philosophes qui ont fait au seuil de psychanalyste. Tous les philosophes que j'ai connus, qui, pour vivre, car de quoi peut vivre un philosophe à part écrire des livres, mais il y en a beaucoup qui ne se lisent pas et qui ne se vendent pas. Alors, donc, il y en a beaucoup qui... Je disais que les philosophes, ils ont besoin de gagner leur vie. Et il y en a beaucoup qui ont viré psychanalyste. C'est-à-dire qu'un des poisons de la bonne philosophie française, ça a été leur flirt soutenu, pour beaucoup d'entre eux, avec la psychanalyse. Les Guattari, les Deleuze et tout ça. Ça a fait des dégâts considérables dans leur pensée, dans la force de leur pensée, un type comme Derrida, tout ça. L'école normale supérieure, vous le faites remarquer d'ailleurs tout à fait bien, a été totalement contaminée par la psychanalyse. Ça a conduit ce pauvre Althusser à entrangler sa femme, ce qui en soi n'est pas probablement quelque chose de dommageable. Je pose pas la question, on m'a donné la parole. Je parle, vous allez m'emmerder, puis je parle parce que j'ai à parler. Alors, s'il y a des gens qui veulent entendre, vous venez l'entendre pendant un quart d'heure, moi aussi je peux m'exprimer quand même. Hein. Ras-le-bol, les fanatiques là. Il y a des fanatiques d'Onfray, c'est terrible. Alors, je vais vous dire ce qu'a dit un de mes amis psychanalystes. Il m'a dit, Onfray, c'est Nietzsche sans la vérole. Bon. C'est une bonne remarque, qui méritait d'être dit.
il ne l'a pas. Vous n'avez pas. Enfin, je ne le dirai pas là. Mais on ne dirait pas, mais garde enfin, ça pour moi. Nietzsche, à 50 ans, il était quand même totalement détérioré par cette malheureuse vérole, sur laquelle, dans la bande dessinée très intéressante, on glisse sur la vérole. Donc, mon ami Michel n'a pas la vérole, et c'est ce qui fait toute la différence, mais il est Nietzschéen. Il l'est comme ça. Ceux qui ne l'ont pas repéré dans le livre, le crépuscule des idoles, ça s'appelle le crépuscule d'une idole, mais ça revient à comparer un petit peu le cas Socrate au cas Freud, quoi. Nietzsche n'y va pas par 4 chemins, et c'est lui faire un compliment que de dire qu'il est Nietzschéen. La généalogie de la morale, eh bien, vous avez le mot de généalogie dans ce livre, et ça suit un plan nietzschéen. Alors, Nietzsche, c'est lui l'inventeur du ressentiment. Je trouve qu'il y a dans ce livre, et peut-être ceux d'entre vous qui veulent s'exprimer quand je leur laisserai la parole, trouveront qu'il y a peut-être, ceux qui l'ont lu le livre, un peu trop de ressentiment, un peu trop de véhémence, que peut-être il aurait fallu, mais ce n'est pas dans un propos nietzschéen, donner la parole à la défense. Voilà. Alors, de ce cas, je vais donner la parole à la défense, si elle veut s'exprimer, la défense qui sera malheureusement, probablement, l'attaque. Donc, à l'attaque, messieurs les analystes, ou mesdames, car je crois qu'il y a une proportion de femmes, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a une proportion de femmes importante dans la salle. Non, il n'y a pas une proportion de femmes importante dans la salle? Ah, elles sont bloquées dehors? Ah, elles sont au-dessus. Oui, bon. D'accord, on les a parquées, on les a séparées. C'est déjà bon. Bon, alors, la salle a la parole. Bonsoir. J'aimerais d'abord, pour rebondir sur votre notion de cryptomnésie, Monsieur Onfray, ça fait 4 ou 5 fois que je vous vois à la télévision. Ça vous ennuie de dire votre... Monsieur Proust. Comment vous appelez? Proust. Libraire. Et je m'intéresse, grâce à vous, Monsieur Vincent, aux neurosciences depuis 30 ans. Et je suis en train de potasser les endorphines, les neurones miroirs et les transmédiations dans le système nerveux central. Oui, soyez béni. Bon, donc, oui, Monsieur Onfray, il y a quelque chose. Alors, je suis entièrement d'accord. J'ai pas encore lu votre ouvrage. C'est pour la semaine prochaine. Bon, mais enfin, j'ai lu tous les petits papiers et tous les articles. Je suis entièrement d'accord lorsque vous dites que cette psychanalyse, c'est une pensée magique. Et il y a quelqu'un que je déteste, comme celle qui vous déteste, qui s'appelle Elisabeth. Et ça me rappelle à chaque fois. Vous avez fait un livre de 612 pages, alors qu'il y a quelqu'un qui a répondu à l'ouvrage que cette grande prêtresse a fait il y a quelques années, qui s'appelait « Pourquoi la psychanalyse ?», un petit livre de 150 pages que vous devez connaître. Et il y avait un iconoclaste qui s'appelait Jacques Bergier qui lui avait répondu indirectement. Et au lieu de mettre 600 pages, on peut réduire cette psychanalyse avec 5 mots. Pourquoi la psychanalyse ? 3 petits points. Parce que, Q-U-E-U-E. Voilà. Voilà, c'est pour résumer un petit peu, pour rejoindre ce que vous dites. Et pour retourner à la cryptomnésie, pourquoi vous ne citez pas, dans vos interventions, le plus grand travail qui a été fait jusqu'à maintenant anti-psychanalytique, qui s'appelle l'ouvrage de Jacques B. Nesto, Les mensonges freudiens. Je crois que vous faites l'éloge quand même dans votre ouvrage, parce que c'est une somme monstrueuse. Il a passé pas 10 ans à refaire ce livre avec toutes les références. On peut tout vérifier ce qu'il dit, sauf qu'il s'est fait taxer par la même prêtresse de nazi, de ceci, de cela. Voyez. Mais qu'est-ce que l'on attend pour... Peut-être que cette chère dame, peut-être qu'il serait peut-être simplement possible dans son dogme, dans ses croyances, de l'exorciser. Vous suggérez Lacan sort de ce corps. Oui. La fessée. On va voter. Alors, d'autres questions. Est-ce qu'il y a un psychanalyste il y a un psychanalyste Je vais répondre d'abord, si vous permettez. Là, Jean-Didier a travaillé avec les épreuves. Donc, dans les épreuves, la totalité de la bibliographie ne s'y trouve pas. Mais quand vous lirez ce livre,
vous verrez que la bibliographie de 20 pages est l'occasion pour moi, 50 000 signes, puisque Elisabeth Roudinesco dit qu'il n'y a pas de bibliographie, il y a une bibliographie de 50 000 signes, et dans cette bibliographie, il est question de Jacques Benesto. J'ai dit tout le bien que je pensais de cet ouvrage. J'ai dit tout le mal que je pensais du personnage. J'ai fait savoir effectivement qu'un personnage qui préfaçait l'ouvrage de Jacques Benesto et qui avait été clairement participant à des universités d'été du Front National et qui se retrouvait du côté du Club de l'Horloge, etc., était effectivement humainement problématique, mais que pour autant ça n'invalidait pas les thèses de l'auteur qui l'a préfacé, en l'occurrence Jacques Benesto. Donc effectivement, j'ai dit il y a une tradition critique à droite, voire à l'extrême droite, de Beritzen, de quelques autres, enfin qui ont fait Zwang, par exemple, qui a fait La statue de Freud, un ouvrage considérable. Et je me suis... Non, mais peu importe, enfin, je veux dire, on trouvera les références à Jacques Benesto dans cet ouvrage, avec la bibliographie qui s'y trouve. Il se fait que j'ai fait savoir, effectivement, que pendant longtemps, la critique de la psychanalyse venait de la droite, voire de l'extrême droite, et de gens qui, effectivement, avaient soit fricoté avec le Club de l'Horloge, soit avec le Front National. J'ai fait référence à une phrase de Camus qui disait « Mais si la vérité devait être de droite, je serais de droite. Parce que je suis un homme de gauche, mais je préfère une droite intelligente à une gauche imbécile. » Donc voilà, j'ai mes options politiques, simplement, je suis capable de reconnaître l'intelligence là où elle se trouve, et je n'ai jamais pensé que parce que quelqu'un était de droite, il n'était pas intelligent. Il disait des bêtises. Immanquablement, il disait des sottises, et que quelqu'un de gauche s'exprimant ne pouvait dire que des choses intelligentes. J'ai mon esprit critique pour moi, et je dis, Jacques Benesto dit des choses justes dans un ouvrage qui s'appelle Mensonges freudiens, et je n'ai pas repéré dans ces 500 pages d'erreurs factuelles, et je n'ai pas trouvé non plus d'engagement idéologique. J'en ai trouvé en revanche chez Zwang, dans cet ouvrage sur la statue de Freud. J'en ai trouvé chez de Beritzen, j'en ai trouvé chez Pommeau, qui sont des individus qui ont fait des critiques justes et fondées de Freud, du freudisme et de la psychanalyse, mais chez qui on trouvait des engagements politiques à droite, ce qui fait que la gauche les a détruits parce qu'ils étaient des hommes de droite. Moi, je suis capable de trouver du plaisir à lire des philosophes de droite s'ils sont bons, et je préfère lire un bon philosophe de droite à un mauvais philosophe de gauche. Donc, effectivement, dans cette bibliographie, j'ai fait savoir que j'étais du côté de Camus, qui avait répondu à Sartre que de toute façon, puisque L'homme révolté avait plu à des gens de droite, ça ne pouvait être qu'un mauvais livre. Et Camus a répondu, si la vérité, je me répète, si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite, et Camus avait raison. Et il était un homme de gauche. Donc, moi, j'ai pas honte, puisque ça se trouve dans la bibliographie, j'ai pas honte de dire que j'ai lu ces gens-là, que j'ai trouvé leurs critiques pertinentes, que j'ai simplement trouvé qu'on ne les écouterait pas de la même manière que si la critique venait de la gauche. Et de fait, quand aujourd'hui je suis taxé par Roudinesco de fascisme, de nazisme, que Jacques-Alain Miller me compare à Adolf Hitler, que etc., enfin que son frère fait de moi un Achille Zavata de la philosophie, etc. Oui, enfin, vous savez, Socrate dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et je suis très socratique sur ce terrain-là. De fait, je préfère subir l'injustice que la commettre. Mais effectivement, c'était facile à dire à l'endroit de gens comme Benesto, puisqu'on se retrouve après à dire « Mais votre préfacier est un homme d'extrême droite qui a animé des universités d'été au Front National, la preuve, c'est QFD. » Etc., etc. Et là, je dis « Et moi, ça marche aussi? Je suis antisémite, moi? Je suis fasciste? Je suis d'extrême droite? Je suis nazi? Je réactive la pensée d'Adolf Hitler? Vraiment, vous êtes sûr ?» Et comme les gens ne sont pas des crétins, ils savent un peu ce que je fais depuis 20 ans, ils se disent « C'est peut-être quelque chose d'intéressant que ce livre nous donne à lire et qu'il faut lire simplement pour se faire un avis. » Pour se faire un jugement. Donc il n'était pas question pour moi de ne pas citer Benesto parce que ça a été un livre important pour moi, mais il n'était pas question non plus d'en faire une référence majeure, en disant simplement que j'avais trouvé 2 ou 3 informations. Le psychrophore, par exemple, dont Freud nous dit qu'en 1910, il faut l'utiliser pour guérir, entre guillemets, la masturbation, qui n'a jamais été une maladie tout de même, enfin sauf pour Freud. On se dit, Freud nous dit depuis des années que la psychanalyse, ça soigne, ça guérit, que ça marche, qu'il a guéri des gens, des patients, que quel que soit le problème, il règle tout sans difficulté. 1910, lettre à Ludwig Binswanger, psychanalyste existentiel, parce qu'on oublie aussi qu'il y a une psychanalyse existentielle, qui elle s'est appuyée sur Husserl, par exemple, et un petit peu plus tard sur Heidegger, et qu'on donnera par la suite une formule française avec Jean-Paul Sartre, à laquelle j'agrée, moi plutôt, sur le terrain de la psychanalyse existentielle. On découvre qu'en 1910, Freud prescrit l'usage du psychrophore, c'est une espèce de sonde urétrale, donc on rentre ça dans le pénis des hommes, et puis on balance de l'eau glacée pour le guérir de son onanisme. Je dis extraordinaire, ça guérit tout la psychanalyse, mais en 1910, on prescrit tout de même des sondes urétrales avec des injections d'eau glacée pour calmer les ardeurs des onanistes. Donc effectivement, le psychrophore, je n'ai vu ça que chez Benesto.
Et donc effectivement, j'ai relu des choses, retrouvé, fait des recoupements, et j'ai retrouvé la trace de toutes ces choses-là dans la correspondance de Binswanger. Donc je rends hommage à mes sources. Je ne dis pas que j'ai inventé. Moi, j'ai pas fait un travail d'historien. Ah non, mais attendez, ça va pour Benesto. Hein, j'ai pas fait un travail d'historien. Non, mais on laisse pour Benesto, on laisse pour les fascistes de côté. Je parle de Benesto. Oui. Bon, moi, je cautionne entièrement ce que vous avez fait. C'est qu'avec votre stature médiatique, ce qui est très très important, c'est que vous faites, et vous attaquez ceux qui sont un petit peu de votre côté, c'est l'immense coup-pied dans la fourmilière que les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est très bien, parce que ça va faire bouger les choses. Alors que les mecs de droite, ils ne pouvaient rien faire bouger. Ils se faisaient taper. Bon, alors vous êtes d'accord. Voilà, parfait. Donc, madame, vous êtes analyste peut-être? Vous êtes analysante? Non, pas du tout. Non, je voulais rebondir sur aussi. Puisque vous avez cité Albert Camus, je voulais savoir si vous étiez au courant qu'il y avait une université populaire qui s'était créée à Bordeaux au mois de janvier et qui a démarré avec un cycle camusien. Oui. On a eu la Société des études camusiennes qui est intervenue et qui a fait une série de conférences passionnantes. Vous avez été souvent cité d'ailleurs pour la pensée de midi, etc. Et donc je voulais savoir si vous étiez au courant. Oui, bien sûr, oui. Je suis très heureux de cette initiative. À chaque fois qu'une université populaire s'ouvre quelque part, j'ai toujours un vrai bonheur à voir que le principe de la sortie de la philosophie du ghetto peut fonctionner ici, ailleurs. Oui, il y a très longtemps qu'avec Denis, on avait envie d'une université populaire. Il y a des grandes universités populaires, Elifort et d'autres, avant la guerre, même l'école philomatique, toutes ces choses-là. Mais c'est bien que ça redémarre. C'est un bon pas dans le futur. Oui, alors? Bon, essayez de vous exprimer un peu. Il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont d'accord. Enfin, moi, je ne sais pas. C'est quoi, là? Ça veut dire quoi? J'ai vu que vous n'étiez pas d'accord, vous, madame. Premier rang, là. Bonjour. Mais si, vous pouvez dire quels sont vos griefs. Vous êtes analyste. Monsieur qui a un micro, là-bas. Voilà. Donc, on donnera le micro à madame. Je parle en général jamais, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. J'ai lu votre livre, voilà. Je m'intéresse plutôt à la psychanalyse. Je suis médecin en soins palliatifs. Je ne suis donc pas analyste, mais j'ai un intérêt effectivement à la psychanalyse sur un plan un peu théorique et puis aussi pratique sans rentrer dans les détails. Finalement, effectivement, votre livre, vous êtes extrêmement médiatique, et puis, vous avez finalement une façon de vous exprimer très honnête et très sympathique. Le bouquin, alors je reprends les propos de Jean-Didier Vincent. Je trouve que ce livre peut être mérité de donner la voix donc à d'autres gens. Il y a finalement effectivement une critique du personnage Freud et je pense que même parmi les analystes, les gens ne sont pas tous dupes, qu'il y a beaucoup de choses qu'il a empruntées sans donner le nom, sans citer les noms. Ça a été l'objet de ces ruptures multiples et vous finalement vous avez beaucoup documenté, enfin vous êtes très documenté et il y a beaucoup de choses en ce sens, mais finalement votre livre a quelque part le mérite finalement de faire une éloge à Freud, parce que en disant tout ce que vous dites, qui est parfois presque véhément à son sujet en tant que personne, je vais être un peu moi aussi polémiste, finalement ça le rend sympathique. Ça, c'est une chose, quelque part. Je vais faire peut-être rebondir un peu, mais quelque part, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je m'arrête là. Non, écoutez, si vous trouvez que quelqu'un qui est misogyne, phallocrate, homophobe, compagnon de route du fascisme, du nazisme, menteur, affabulateur, etc., est sympathique... Je sais pas. Je pense que c'est une partie de sa personnalité, mais c'est peut-être une partie, mais vous pouvez trouver aussi des parties sympathiques chez Adolf Hitler. Mais je veux dire, il y a aussi. Alors, écoutez, pourquoi pas?
Oui, ah bah bon, pourquoi pas? Ah oui, bah d'accord, dans ces cas-là, oui. Non, je rentre exprès dans la polémique. Il y a un bouquin, je crois, de Glucksmann sur le bien et le mal. Ça m'intéresse beaucoup, justement, mais comment peut-on me reprocher de faire un livre contre Freud en ne laissant pas parler les gens qui sont pour Freud? Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, mon livre, il n'est pas fait pour donner la parole aux gens qui entretiennent la légende sur Freud. Il y a sur 100 livres qui paraissent sur Freud, il y en a 99 qui vous entretiennent la légende. Et vous voudriez que je laisse la parole à des gens qui entretiennent la légende. Chacun son truc. Oui, les autres, ils ont la possibilité, ils occupent le terrain médiatique depuis des années. Moi, vous dites philosophe médiatique, etc. Ben, au moins, ça sert à ça. C'est-à-dire que les auteurs du livre noir de la psychanalyse, ils ne s'en sont pas remis d'avoir été traités de nazis, de fascistes, d'antisémites, etc. Moi, c'est plus difficile. Donc, ça sert à ça, la médiatisation. Ça sert à dire, écoutez, oui, allons-y, débattons. Alors, effectivement, je donne des preuves. Madame dit, où est-ce que vous êtes allé voir tout ça? Oui, j'ai lu 20 volumes d'œuvres complètes, et j'ai lu 6000 pages de Freud. J'ai lu à peu près autant de pages sur Freud, et les deux Freud avec la correspondance. J'ai lu à peu près autant sur Freud, et j'ai trouvé ça, c'est tout, je travaille. Donc Madame demande où j'ai trouvé ça. Je travaille, moi. Oui. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune étudiant à l'université, ma directrice de thèse dirigeait une encyclopédie de philosophie aux presses universitaires de France, et elle m'avait demandé de rédiger quelques notices. Et elle m'avait dit, je sais que ça vous plaira, je vous ai trouvé 2 ou 3 trucs, Enfantin, Bazard, Fourier, enfin tout ce socialisme utopique du 19e siècle. Elle m'a dit, voilà, des notices, il y avait 2 notices sur Fourier. J'ai fait quoi, moi? J'ai acheté l'œuvre complète de Fourier. J'ai lu l'œuvre complète de Fourier parce que ça m'a plu, parce que j'aime ça. Parce que mon père, il travaillait 8 heures par jour, parce que mon frère, il travaille aujourd'hui 8 heures par jour, et moi, en philosophie, je travaille 8 heures par jour, et tous les jours. Et il n'y a pas de dimanche, et il n'y a pas de vacances. Donc je travaille. C'est-à-dire que quand j'ai lu l'œuvre complète de Fourier, en prenant des notes, j'ai fait mes notices à partir des lectures que j'avais pu faire. J'ai rendu mon texte et c'était payé moins cher que l'heure de femme de ménage. Ça, je vous assure que si vous mettiez bout à bout le temps de travail pour obtenir les feuillets que j'ai rendus et puis le prix qu'on a payé les feuillets, c'était rien du tout. Imaginez que j'aurais pu faire la même chose en photocopiant les articles d'encyclopédie, en faisant une espèce de copier-coller, en rebricolant 3 ou 4 textes, en faisant à partir de 3 ou 4 textes un texte que j'aurais rendu, qui aurait été publié, qui aurait été payé aussi cher. Vous en connaissez des gens qui vont passer leur temps à lire l'œuvre complète, à l'acheter d'abord, à la lire, à ne pas prendre de vacances, à passer tout leur temps à lire Fourier pour sortir 3 feuillets, alors que 3 feuillets auraient pu être écrits en 3 heures simplement en faisant un jeu de photocopieur. Non. C'est assez rare que ça se passe comme ça. De sorte que, quand vous procédez de cette manière-là, c'est-à-dire en faisant de la photocopie, toutes les erreurs, vous les reproduisez. Toutes les erreurs. C'est-à-dire l'erreur typographique de l'un se retrouve chez l'autre, il se retrouve chez l'autre. Les erreurs de date, c'est assez drôle d'ailleurs de faire ce genre de travail et de découvrir que des gens vous donnent une date, puis vous dites tiens oui la date est fausse, sauf qu'elle est donnée dans cet ouvrage, puis aussi dans cet ouvrage. Donc l'auteur a lu ces 2 ouvrages-là, mais n'a pas lu lui-même les textes et les œuvres, etc. Ce que j'ai fait, madame, pour répondre à votre question, ce que j'ai fait, j'ai lu les œuvres complètes, j'ai lu les 20 volumes de l'œuvre complète, et j'y ai passé effectivement entre 4 heures par jour et 7 ou 8 ou 10 heures tous les jours. Pendant tout mon temps de vacances, ce que d'autres appellent des vacances, juin, juillet, août, septembre, je n'ai fait que ça. J'ai travaillé avant, j'ai travaillé après, et j'ai découvert ce que les autres ne découvrent pas. Pourquoi la guerre? Petit livre dont on nous dit qu'il est un livre pacifiste de Freud, dans lequel il nous dit que effectivement il vaut mieux la paix que la guerre, et il nous fait une petite dédicace à Mussolini en disant voilà, il écrit en 1933 salut d'un vieil homme, hommage respectueux d'un vieil homme au héros de la culture. Signé Freud. Vous dites soit on dit que ça n'existe pas. Comme ça, il n'y a pas de fait, et puis voilà, on est dans le déni total, c'est faux. Soit vous dites ça existe. Alors comment vous expliquez ça? C'est de l'ironie. C'est de l'ironie parce que le texte est pacifiste. Moi j'ai lu le texte. Le texte n'est pas pacifiste, le texte est belliciste, il est belliqueux. C'est un échange de lettres entre Einstein et Freud. Einstein est pacifiste. Einstein dit qu'il faut faire ce qu'il faut pour que la paix triomphe, qu'il faut faire une société des nations, qu'il faut que les peuples se parlent, qu'il faut que, etc., etc. Freud, pendant ce temps-là, il dit oui, ce serait bien qu'on en finisse avec la guerre, mais on n'en finira jamais avec la guerre. Elle sera là tout le temps. Donc, pour empêcher la guerre, il faut contenir les pulsions avec un grand homme qui sera capable de maîtriser les masses et les foules. C'est dans le texte. Pourquoi la guerre? Vous n'avez même pas besoin d'y passer vos vacances, c'est un tout petit texte. En 2 heures, vous aurez lu ça. Lisez Pourquoi la guerre, et vous verrez que la dédicace à Mussolini, elle est très raccord avec ce que Freud dit
de la guerre, de la pulsion impossible à maîtriser, de la nécessité pour le dictateur de contenir les pulsions négatives des peuples, etc., etc. Donc j'ai découvert ça, mais je me dis, mais effectivement, il y a une cohérence, il n'y a pas d'ironie dans cette aventure. Elle n'est pas ironique, la dédicace. D'autant que si vous mettez ça en perspective avec son soutien au régime du chancelier Dollfuss, d'autant que quand vous mettez ça en perspective avec le travail qu'il fait avec les gens de l'Institut Göring pour que la psychanalyse continue à exister sous le Troisième Reich, tout ça est extrêmement cohérent. Alors où ai-je trouvé ça, madame? Eh bien, j'ai lu ça dans Pourquoi la guerre, j'ai lu ça dans la correspondance avec Max Eitingen, ça fait 800 pages, c'est indigeste, et vous allez lire 100 pages dans lesquelles vous allez vous dire ça m'ennuie, puis d'un seul coup vous allez tomber sur une pépite. Mais il faudra avoir lu les 100 pages. Et si vous avez lu la totalité, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et si vous faites des notes, et si vous faites des fiches, et si vous recroisez vos fiches, à ce moment-là, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Tous ces gens qui me bavent dessus sont des gens qui ne travaillent pas. On ne peut pas passer son temps au bord de la piscine de la Colombe d'Or à Marrakech ou dans les avions de première classe pour aller à New York ou dans les dîners mondains à Saint-Germain-des-Prés et travailler. Et puis même quand on travaille, des textes qui font 80 pages sur Botul, on n'est même pas capable de voir que c'est un canular. Alors je dirais chacun sa méthode. Chacun sa méthode. La mienne, c'est le travail. Le travail, toujours le travail et tout le temps le travail. Et pas la légende. Et je vous assure que si vous lisez, vous découvrez des choses. Freud féministe, mais d'où on tient ça, Freud féministe? Légende. Freud défenseur des homosexuels. Légende. Freud juif libéral de gauche ou de centre-gauche. Légende. Freud honnête homme qui était capable de soigner gratuitement. Légende. Jamais. Freud personnage extraordinaire qui a soigné et qui a guéri. Jamais. Freud, personnage qui était tout au désir de découvrir une science nouvelle. Jamais ça n'a été le cas. Freud a été obsédé par la réputation, par l'argent, par l'idée qu'on puisse un jour mettre une plaque sur sa maison natale pour dire qu'ici un génie avait découvert l'inconscient, etc. Il avait rêvé un jour qu'on puisse créer un buste de lui, qu'on puisse sculpter un buste de lui et qu'on l'installe dans l'université où il avait fait ses études, etc., etc. C'est visible, c'est lisible. Ça se trouve dans toutes les biographies. Toutes ces choses-là sont dites. Quand on vous dit, par exemple, que les séances de Freud étaient très coûteuses, 25 $ dans les années 20, par exemple. Voilà, c'est très coûteux, 25 $ dans les années 20. Qu'est-ce que font les gens habituellement quand ils disent ça? 25 $ dans les années 20, c'est très coûteux. Mais moi, j'ai voulu savoir ce que ça signifiait, 25 $ dans les années 20. Donc, je me suis débrouillé pour savoir ce qu'était l'équivalent en euros aujourd'hui. C'est très coûteux, nous dit Peter Gay, qui est le biographe hagiographique d'aujourd'hui de Sigmund Freud. Je regarde, ça donne quoi? 450 € aujourd'hui. 450 €. Dans un livre qui s'appelle La technique psychanalytique, il nous dit une séance tous les jours, sauf les week-ends. Ça fait combien 450 € par jour, tous les jours, à la fin du mois, avec un patient? Il nous dit que quand il s'est mis derrière le divan, c'est simplement parce qu'avec 8 personnes par jour, il ne pouvait pas supporter le regard des gens qui s'allongeaient sur son divan. 8 personnes par jour, multiplié par 450 €, multiplié par... etc. Mais c'est ce qu'il faut faire comme travail, c'est ce que j'ai fait comme travail. Ça fait quoi en fin d'année comme somme qui échappe au fisc, puisque ça doit être payé en liquide? C'est théorisé. C'est théorisé. Il nous dit qu'effectivement, si vous ne payez pas en liquide, ça ne produit pas son effet. Il vous dit que si vous êtes pauvre, ça ne peut pas marcher. Il appelle ça le bénéfice de la maladie. Il dit les pauvres, ils ont du bénéfice à être malades. Et si on guérit les pauvres, finalement, si on essaie de guérir les pauvres, on n'y parviendra pas parce qu'ils ont plus intérêt à être malades qu'à être guéris. Il le dit, il l'écrit, je donne les textes. Il nous parle de l'attention flottante. Attention flottante. C'est pas moi qui fais une traduction intéressée. C'est pas moi qui invente une traduction. Elle est dans le livre qui s'appelle La technique psychanalytique, qui est publié aux presses universitaires de France sous la direction de Laplanche et Pontalis. Des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens qui inventent n'importe quoi. Ils parlent de l'attention flottante. C'est quoi l'attention flottante? C'est la possibilité pour le psychanalyste de dormir pendant l'analyse sans que l'analyste... Mais je vous assure, faut pas rire, c'est tragique. C'est la possibilité pour le psychanalyste de dormir sans que l'analyse s'en trouve affectée. Il nous dit de toute façon, ce ne sont pas les consciences qui communiquent, c'est l'inconscient qui communique. Et pendant que l'analyste dort, les inconscients communiquent tout de même. C'est écrit dans un livre qui s'appelle La technique psychanalytique, paru aux presses universitaires de France. C'est pas un pamphlet. C'est pas une charge contre Freud, c'est pas une méchanceté, c'est pas un brûlot contre Freud. C'est la lecture de l'œuvre complète de Freud dans laquelle on théorise l'attention flottante qui permet techniquement et théoriquement de dormir, et je croise ça avec la correspondance de Freud avec Fliss, et il existe une lettre dans laquelle Freud dit qu'il a dormi.
Il dit qu'il a dormi pendant une analyse. Ellen Deutsch, qui a été elle-même analysée, qui est devenue psychanalyste, dit que Freud lui-même a dormi pendant des analyses qu'elle a menées, des séances d'analyse qu'elle a eues avec lui. Je n'invente pas. Je ne vais pas inventer ça. J'ai l'air de quoi, moi, si j'invente un truc comme ça? Si je dis un truc comme ça, tout de suite, on me dit, mais quelles sont vos sources? Et je fais quoi, moi? Je donne mes sources. Je dis, voilà, c'est ici, lisez. Lisez la correspondance, lisez la technique psychanalytique, lisez la correspondance avec Max Eitingen, lisez la famille Freud, les souvenirs de Paula Fischel, qui nous dit effectivement qu'il avait des sympathies pour le fascisme du chancelier Dollfuss. C'est un livre qui est publié aux presses universitaires, dirigé par Alain de Mijola, qui est lui-même psychanalyste et qui est le directeur de collection de ce livre. Est-ce que j'invente? Madame, où ai-je trouvé ça? J'ai trouvé ça là. Donc voilà, je peux continuer comme ça. J'ai des sources, j'ai des lectures, j'ai travaillé. Non, vous avez dit où est-ce que vous êtes allé chercher ça, où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas lu Freud. J'ai dit que vous aviez lu Freud en un an, peut-être vite, sans prendre le temps justement de réfléchir, de se dégager. Non, mais ça écoutez, quand vous aurez lu. Non, attendez, j'ai entendu ça aussi, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas lu mon livre et qui disent que j'ai lu Freud en 5 mois. J'aimerais bien entendre un psychanalyste. Je dis dans la préface, et vous verrez, même si vous ne lisez que la préface de mon livre, que j'ai commencé à lire Freud en 1973. 1973-2010, ça fait 5 mois. Il faut arrêter, il faut être sérieux. Il suffit de lire ma préface pour dire qu'effectivement j'ai commencé ma lecture de Freud en disant j'ai acheté des livres de Freud en 1973 sur le marché d'Argentan. Et quand je dis que j'ai repris le dossier pour préparer mon cours, on confond simplement que le moment où j'ai repris le dossier et puis le moment où j'ai commencé à lire Freud et où je l'ai lu totalement. C'est clairement dit. J'ai dit ce que j'ai lu quand j'étais en classe de première, en classe de terminale. Les études que j'ai pu faire à l'université avec un professeur, c'est vérifiable, qui s'appelait Gerhard Höhn, avec lequel j'ai eu une valeur de psychanalyse. J'ai continué à lire Freud à ce moment-là. Comment peut-on dire que je me suis contenté de lire Freud en 5 mois? D'ailleurs, si vous travaillez tous les jours, 8 heures par jour, eh bien regardez, en 5 mois, vous abattez du travail. Simplement, effectivement, on peut pas, je vous le disais tout à l'heure, passer son temps à bronzer à la Colombe d'Or et passer son temps à travailler. Donc chacun son truc. Mais je parle de quelqu'un qui fait savoir que de Bernard-Henri Lévy, qui, avec Elisabeth Roudinesco, dit qu'effectivement, j'ai lu Freud en 5 mois. Une façon de dire que j'ai pas lu. Et vous êtes en train de dire que je l'ai pas médité, que je l'ai pas pensé, que je l'ai lu en 5 mois. Non, vous n'avez pas dit peut-être, tout le monde a entendu. Je ne suis pas catégorique. Madame, tout le monde vous a entendu. Vous avez dit que je l'ai lu en 5 mois, que je l'ai lu en 5 mois et peut-être un peu vite. Arrêtez. Parce qu'il se trouve c'est une méditation depuis 1973. Faites le compte. Le travail de Freud est l'objet quand même de beaucoup de passions, de beaucoup d'interprétations diverses, de beaucoup de projections de ce que nous sommes individuellement et collectivement. D'où les débats intéressants d'ailleurs que nous avons. Écoutez, non, s'il vous plaît, je vais reprendre les débats parce que ça tourne à la pagaille. Hein. Non, je vous en prie. Il y a un parterre de groupies. Alors, laissez les opposants s'opposer. C'est la moindre des choses. Alors, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même 100 000 personnes qui sont en psychanalyse actuellement en France. La psychanalyse est répandue dans le monde entier. La psychanalyse est une discipline, j'ai pas dit que c'était une science, qui est quand même à une telle diffusion que ça mérite un tout petit peu qu'on en discute, ne serait-ce que pouvoir expliquer cette contagion affective qui a fait que tout d'un coup la Terre, ça s'est répandu comme un mal. Il a dit « je porte la peste » quand il est arrivé aux États-Unis. Il ne croyait pas si bien dire. C'est vrai que pour beaucoup de gens c'est une peste, surtout pour ceux qui n'en ont pas échappé, mais il y a aussi quelques malades qui y ont trouvé un appui, une aide. Il y a quand même quelques psychothérapeutes qui utilisent un peu les acquis de Freud, et Freud, il faut bien le dire, n'écrit pas mal, et il est sûrement assez crédible, parce que je ne peux pas arriver à croire que tous les psychanalystes soient des crétins et des malhonnêtes. Alors, juste, je demande, mais c'est ce que tu ne dis pas, je ne dis pas, mais on a l'impression, étant donné les débats tels qu'ils sont présentés, que ça tourne véritablement à la farce, et à ce que j'appelle la société du débat, où des stipendiés de la télévision et des médias causent chaque fois qu'on leur demande et causent en disant n'importe quoi. Alors, qu'on fasse le procès des médias, je veux bien. Mais maintenant, Michel Onfray a écrit quelque chose qui est de l'ordre un peu, pas du pamphlet, mais disons que c'est une charge. Il plaide à charge, comme un procureur, eh bien, aux autres de se défendre. Parole, je le dis une fois de plus, est à la défense.
Bien, excusez-moi, si je peux prendre la parole maintenant. Je peux aussi dire 2 mots, s'il vous plaît. Juste 2 mots, je tâcherai d'être rapide. On m'a fait exactement le même procès avec le traité d'athéologie. On m'a dit un pamphlet, on m'a dit un brûlot, on m'a dit une charge, on m'a dit etc. Enfin, tout ce genre de trucs qui viennent habituellement dès qu'on touche effectivement au phénomène de secte, au sens large du terme. Ça n'est pas parce que des gens trouvent leur compte à Raël qu'il faut défendre Raël. Ça n'est pas parce que des gens trouvent leur compte au spiritisme et aux tables qui tournent qu'il faut défendre ça. Ça n'est pas parce que des gens croient que l'eau de Lourdes ça guérit qu'il faut défendre la religion, les processions, le christianisme, etc. Ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en se faisant exploser et en détruisant 10 personnes autour d'eux, ils vont arriver directement au paradis et qu'il y a des vierges qui les attendent, qu'il faut pour autant dire, après tout, tous ces gens-là ont des consolations, ça console, et au nom de la consolation, on devrait défendre les mythologies dont Madame nous dit qu'elles sont indispensables. Pour vous peut-être. Oui, mais je dis, vous avez dit elles sont indispensables, tout le monde peut vous entendre. Vous avez dit elles sont indispensables. Non, elles ne sont pas indispensables. La religion n'est pas indispensable. La croyance n'est pas indispensable. L'idée qu'on puisse croire à des soucoupes volantes, à des guérisseurs, à des chamans, qu'on puisse croire que que les tables tournent, que les esprits parlent, etc. Moi, j'ai reçu un mail d'une dame disant extraordinaire, votre livre fantastique, merveilleux, formidable. Elle me fait un éloge incroyable et puis elle ajoute que elle, si je veux bien la rencontrer, elle aura des choses à me dire parce qu'elle dialogue avec les morts. Alors bon, voilà quoi. On se dit effectivement, il y a aussi des gens qui pensent qu'on peut dialoguer avec des morts, et on peut dire, mais après tout, ça aide à faire son deuil, et pourquoi pas permettre à des gens qui ont perdu un proche de croire qu'après tout, on peut dialoguer avec des morts simplement en faisant tourner des tables, etc. Ça n'est pas l'idée que je me fais de la philosophie. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui entretient les mythes, les légendes, les récits, les croyances, les soucoupes volantes, les tables qui tournent, etc. Chacun son boulot. C'est du moins l'idée que je me fais de la philosophie. Alors qu'après, vous ayez des philosophes qui défendent tout ça, pourquoi pas, chacun son truc. Moi, je suis un démocrate, et c'est bien qu'en face, vous ayez des philosophes qui vous fassent l'éloge de ça. Mais je ne fais pas un portrait à charge, je dis simplement que c'est vérifiable. Mais non, c'est comme si on disait, vous vous rendez compte, Lanzmann, il fait quand même un portrait à charge des nazis dans Shoah. Il fait quand même un portrait à charge des nazis, quand même. Un peu, oui. Ah oui, d'accord. On les a condamnés. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a des gens qui font un travail d'historien. Non, mais je veux dire. On ne fait pas un portrait à charge. Je ne vois pas pourquoi tu te défends d'avoir fait un portrait à charge. Mais parce que le jour où j'écrirai un texte sur Elisabeth Roudinesco, je ferai un portrait à charge et on verra la différence. C'est tout. C'est tout. Et que quand vous avez parlé, mais non, vous avez parlé tout à l'heure du ressentiment dans ce livre-là, il n'y a pas de ressentiment. Mais c'est autre chose le ressentiment. Vraiment, je vous assure que je ne suis pas dans une logique de ressentiment. Simplement, quand on est entouré par la légende, le simple fait qu'on ait le désir de faire de l'histoire fait qu'on passe pour un pamphlétaire, qu'on passe pour quelqu'un qui a écrit un brûlot, tout simplement parce qu'on dit arrêtez avec les obscurantismes. Arrêtez avec les obscurantismes. On ne peut pas d'un côté dire ah, la France, pays de Voltaire. La raison, la Révolution française, la philosophie des Lumières, c'est extraordinaire. Et puis de l'autre côté, défendre des gens comme Freud qui croient à la numérologie, qui font des signes de conjuration du mauvais sort, de gens qui croient à la télépathie, à la transmission de pensée. C'est ça qu'on trouve dans la correspondance de Freud avec Fliss. Voilà ce que j'ai. Mais non, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ce déni? Mais qu'est-ce que c'est que ce déni? Mais c'est sidérant. Mais c'est sidérant. Non, c'est moi qui décide quand la question, quand ma réponse est terminée. Je veux dire simplement, quand vous avez ce genre de choses, vous dites, mais le déni, il est là. Madame, je vous dis simplement, lisez la correspondance de Fliss et vous y trouverez des signes cabalistiques qui sont là pour conjurer le mauvais sort. Des petites croix. Si vous lisez... Au début, il y a toute une histoire de ça. Au début, effectivement, il ne savait pas trop. C'est un défricheur, je crois. Il ne savait pas trop où il mettait les pieds. Et quel rapport? Mais quel rapport? Ça ne veut pas dire qu'au début, c'est quoi au début? En 1900, quand il écrit l'interprétation du rêve, il continue à utiliser ces signes cabalistiques. 1900. La psychanalyse date de quelle année? 1896. Oui, vous dites n'importe quoi. Donc 1896, naissance de la psychanalyse, 1900. Mais non, vous dites au début, mais il faut être sérieux, vous dites au début. Moi, je vous donne des dates. Je vous dis au début, c'est quoi? Je vous dis naissance de la psychanalyse 1896, vous vous trompez de 4 ans. Vous me dites c'est au début, moi je vous dis dans le ben oui, mais dans le rêve et son interprétation, vous avez l'usage d'un signe cabalistique. Quelle date? 1900. Vous me dites c'est au début. C'est pas au début. On n'est pas au début, il faut être sérieux. Alors évidemment, c'est moi qui suis dans la mythologie, c'est moi qui suis dans l'invention, c'est moi qui dis n'importe quoi. Et quand je dis, vous lisez la correspondance avec Fliss, et vous y trouverez tout ça. La numérologie, vous avez des pages de numérologie. Vous avez des pages où il vous explique que les esprits communiquent, etc.
Moi, j'y peux rien. Si c'était pas chez Freud, j'irais pas trouver des choses comme ça. Donc, c'est pas un portrait à charge. C'est pour une fois un portrait fidèle dans un monde de légende. C'est pour une fois un travail d'historien dans un univers où la mythologie triomphe. C'est tout. Alors maintenant, appeler ça portrait à charge, etc. C'est comme avec le traité d'athéologie. Je persiste à croire qu'avec le traité d'athéologie, j'ai fait une œuvre philosophique qui s'inspire de l'esprit des Lumières et qu'il n'y a rien de pamphlétaire dans cette aventure. Le pamphlet n'est pas dans ma nature, quoi qu'on pense. Parce que le jour où je me mettrai à faire un pamphlet, on verra la différence. Et c'est pas du tout ce qui m'anime quand j'écris un travail qui est, quoi qu'on en pense, posé, réfléchi, référencé. La preuve, sur des questions comme celle-ci, je vous donne des dates, je vous donne des textes, je vous donne des livres, je vous donne des éditions, je vous donne des correspondances, et je parle pas en l'air. C'est tout. Monsieur, excusez-moi, j'ai répondu longuement. Merci de me rendre la parole. Je ne suis pas du tout en psychanalyse, rassurez-vous. J'ai lu un peu ces derniers temps dans les journaux comme Mediapart les reproches faits par cette brave dame et votre réponse. Je pense d'ailleurs que votre livre heurte les Freudiens, leurs suppôts et leurs esclaves au même titre que certains, dont vous d'ailleurs, l'ont fait sur l'Église, ses cardinaux en costume et ses prêtres et ses ouailles. Je voulais simplement vous dire, puisque vous connaissez bien l'université populaire, puisque vous l'avez créée, qu'à Bordeaux, il en existe une et auquel nous assistons, et que tout à l'heure, votre confrère, votre collègue d'à côté, a parlé d'être en résistance. Je voulais simplement avoir votre avis, bien que vous aviez dit que vous ne le donneriez pas, sur les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette... comment dire, ça n'a rien de psychanalyse. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein, non. C'est des gens qui sont dans le Vercors, avec Essel, il y a Mangin aussi, et qui donc se battent contre la destruction de tous les acquis de la résistance, les jours heureux. Non, je ne connais pas. Ceci dit, si vous prenez le CNR, enfin le programme de la résistance, c'est un programme magnifique. À l'issue de la régistance, enfin, quand la résistance sort de la clandestinité et qu'il s'agit de reconstruire la France, et qu'à l'époque les communistes sont partie prenante pour installer un régime communiste et profiter du moment, il y a le programme du CNR qui est magnifique. C'est-à-dire qu'une bonne partie du programme du général de Gaulle par la suite, genre sécurité sociale, les assurances, enfin les retraites, le droit de vote des femmes, etc., tout ça se trouve dans le CNR. Et moi je pense que si les hommes politiques d'aujourd'hui, droite et gauche confondus, c'est-à-dire que de Gaulle disait le problème droite-gauche c'est qu'on a une lecture horizontale des choses. Et de Gaulle disait il faut avoir une lecture verticale des choses, haut ou bas. Et il disait il y a ceux qui ont une haute idée de la France, et s'ils sont de droite ou s'ils sont de gauche, eh bien tant mieux. Et puis il y a ceux qui ont une idée basse de la France, et il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche qui ont des idées basses de la France. Et l'idée que le programme du CNR ait pu constituer un programme politique, moi je trouve ça extraordinaire, et tout n'a pas été réalisé. Et quand vous voyez ce que le CNR dit à l'époque du journalisme, de la possibilité pour le journalisme d'être libre, indépendant, des trusts, de l'argent, etc., vous voyez aujourd'hui comment ça marche. Moi je le vois avec la réception de cet ouvrage, comment 4 personnes peuvent faire la loi dans les médias, comment une personne peut verrouiller pendant des années, entretenir la légende, et puis faire de telle sorte que ça puisse continuer facilement, tranquillement, tout simplement parce que ce sont des gens indéboulonnables. Nous sommes dans une fausse démocratie. On est dans une véritable oligarchie. Vous avez 10 personnes aujourd'hui qui font la psychanalyse française et qui font qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui dit mais attendez, si on lit les textes, si on ne fait pas de la légende et de la mythologie, si on va voir ceci, si on va voir cela, etc., eh bien à ce moment-là, on leur envoie des scuds. Et ils sont détruits. La fameuse Madame Roudinesco, elle est intervenue ce matin auprès du président de la région Basse-Normandie pour interdire que les subventions soient données à l'université populaire. Voilà le mécanisme du personnage. Je voulais le porter à votre connaissance. Le président de région m'a appelé tout à l'heure en me disant que M. Sueur, qui est sénateur, socialiste, est intervenu au nom de Mme Roudinesco pour faire savoir qu'il était inadmissible qu'avec les sottises que j'enseignais à l'université populaire, l'argent public de la région Basse-Normandie puisse être versé à l'université populaire. Voilà les arguments des gens qui considèrent qu'un livre comme celui-ci ne peut être puni que par des rétorsions de ce type-là. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je veux dire, la résistance, elle se fait où? Elle se fait contre les monopoles de ces gens-là, elle se fait contre les légendes, elle se fait contre les mythologies, qu'elles soient religieuses, sociales, sociologiques, les mythologies de gauche. Je me bats aussi contre les mythologies de gauche. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup.
c'est un travail de philosophe. J'ai l'impression de ne faire que mon travail de philosophe. Donc effectivement, dès qu'il y a des résistances, si vous utilisez ce vocabulaire, eh bien je suis pour. Et quand les résistances sont de droite, si l'idée est juste, cette résistance est bonne. Et si les résistances sont de gauche, si l'idée est juste, la résistance est bonne. Donc je suis preneur de toutes les résistances qui font qu'on considère qu'effectivement le fin mot de cette aventure, pas psychanalytique, mais qui est le fait de vivre, c'est pas l'argent, c'est pas le bénéfice, c'est pas le libéralisme, c'est pas le marché, ce sont les hommes, c'est l'humanité, c'est le vivre ensemble, c'est la communauté, c'est la construction de relations humaines dans lesquelles on considère effectivement que il faut des retraites, il faut de la santé, il faut de l'éducation, il faut toutes ces choses-là. Donc oui, bien sûr, je défends les résistances qui continuent à dire qu'il faut mettre l'homme au centre des choses et pas l'argent. Et je persiste à croire qu'en faisant ce travail sur la psychanalyse, je contribue à un travail contre l'esprit sectaire et que je contribue d'une certaine manière à la résistance. Le livre est dédié à Diogène de Sinope. Vous connaissez le travail de Diogène de Sinope. Quand il est mort, on prétend, il y a plusieurs possibilités pour sa mort et plusieurs hypothèses, mais il y aurait une espèce de pierre tombale sur laquelle il aurait écrit « Il dénuda nos chimères ». Eh bien, j'essaie de faire ça. Il dénuda nos chimères, c'est une exergue que j'aimerais assez, mais sur le terrain psychanalytique, sur le terrain politique, sur le terrain philosophique, sur le terrain religieux, sur le terrain, etc., parce que je ne vois de grandeur à la philosophie que dans le travail des chimères dénudées. Voilà. Merci d'exister. Bonsoir Monsieur Onfray. Donc je m'appelle Manuel. Donc j'ai repris des études de psychologie. Voilà. Donc je vous remercie pour votre livre, pour votre courage, pour tout ce que vous faites là, pour démythifier un petit peu toutes ces histoires. Je pense que c'est très bien de par votre stature médiatique. Je pense que justement, comme l'a dit quelqu'un, je trouve ça très très bien vraiment. Mais je voudrais savoir pourquoi vous n'allez pas plus loin. Alors, j'ai bien compris votre travail. Je suis. Non, c'est-à-dire, on démontre la psychanalyse. Mais alors, je suis vos cours depuis des années, depuis le début, donc j'apprécie vos cours, etc. Et moi, il me semble que les TCC constituent une véritable pratique qui serait concrète et qui peut servir votre philosophie libertaire. Il me semble que c'est une véritable libération, que quelqu'un qui, on sait très bien. Aujourd'hui, par rapport aux études qui ont été menées, que quelqu'un qui a une bonne estime de soi, quelqu'un qui a développé l'affirmation de soi, etc., est capable d'être beaucoup plus résistant à toutes les influences sociales, à ce qui se fait en psychologie sociale. Les personnes qui ont une bonne estime de soi ne sont pas manipulées par le social de la même manière que les personnes qui ont une mauvaise estime de soi. Donc toute cette doctrine, alors je suis sûr que vous les connaissez. Mais est-ce que ce serait pas tentant d'y rentrer un petit peu? Parce que il y a quand même, là vous faites de l'histoire, c'est très bien, mais on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même 80%, et alors, donc c'est aux citoyens Michel Onfray que je m'adresse, et non pas aux professeurs de philosophie, puisque j'ai bien compris votre travail. Donc qu'est-ce que le citoyen Michel Onfray pense, sachant qu'il y a un rapport INSERM qui a montré les problèmes de la psychanalyse, qui est majoritaire. 80% des soignants en France aujourd'hui donc sont psychanalystes, se réfèrent à des théories qui sont, alors certes, ils ont certainement plein de qualités humaines, on connaît l'alliance thérapeutique notamment, donc il y a certainement plein de choses positives qui se passent dans les thérapies psychanalytiques, mais il y a quand même un gros manque au niveau théorique et au niveau concret, efficience, du point de vue de l'efficience, il y a un gros problème, et ça continue à perdurer, et donc on sait très bien ce qui s'est passé avec le ministre il y a quelques années, vous connaissez l'histoire, Douste Blazy qui a, monsieur Bernard-Henri Lévy, excusez-moi, on va supprimer ce rapport. Alors qu'est-ce que le citoyen Michel Onfray en pense de cette histoire? Parce que oui, mais Jacques Alain Miller et Bernard-Henri Lévy, c'est les deux. Donc une certaine Elisabeth Roudinesco, je voudrais pas donner l'impression. Et je voudrais aller plus loin et peut-être vous piquer un petit peu. Parce que sur un plan que je crois auquel vous vous opposez, c'est que le rapport INSERM, qui pour moi est très respectable, qui est du point de vue scientifique, qui à mon avis doit être la méthode du libertaire. Il me semble que la science, comme l'utilitarisme, c'est la morale du scientifique, c'est votre morale. Donc le rapport INSERM a aussi produit des résultats concernant les enfants
des prédispositions génétiques sur les enfants. Et ça, c'est défendu notamment par Joël Proust, qui l'a rappelé dans une conférence récente qu'on peut trouver sur Internet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces rapports INSERM qui finalement sont balayés par l'opinion, quoi, et qui sont des rapports scientifiques, qui ne sont pas du point de vue du débat, peut-être par rapport à ce que disait Monsieur Vincent, je crois que je ne suis pas trop d'accord. Hein. Mais c'est pas du débat, quoi. Un résultat scientifique, c'est pas un débat. La vérité, c'est pas un débat. C'est des preuves. Alors, que pensez-vous de tout ça, Monsieur Onfray ? Camarades libertaires, je vous donne la parole. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le rapport de l'INSERM, il est liberticide, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Moi, je suis contre le fichage génétique des enfants. Je suis absolument contre ça. Vous comprenez ? Il y a des abus, l'INSERM. Mais je suis étonné de voir mon ami Onfray qui défend le numérique, les statistiques, les trucs. Mais c'est de ça que la psychiatrie crève. Le DCM5, tous ces trucs-là, les échelles Non, parce que ce que vous pensez, c'est vous reprenez l'argument. Non, mais je suis psychiatre quand même. Je sais ce que c'est qu'un malade. Ouais, mais ça c'est un argument d'autorité. Pardon, excusez-moi. C'est pas un argument d'autorité. C'est que j'ai vu des malades et vous n'en avez pas vu. Oui, mais pardon, avec le respect que je vous dois, c'est quand même la question est. Il n'est pas question de stigmatiser, il est question d'identifier un problème pour le régler. Donc il n'est pas question de rejeter. Régler, vous, le problème ? Mais il y a des pistes, il y a quelques pistes. Enfin, écoutez Joël Proust, excusez-moi, mais Joël Proust, oui, ben, elle est je pense que elle est parfaite. Il me semble qu'elle est. Elle croit qu'on peut foutre le cerveau comme ça, comme une espèce d'ordinateur. Ça va. Mais elle a écrit des choses très bien sur l'animal, notamment Joël Proust. Elle aurait dû rester sur les animaux. Elle en parle mieux que des humains. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas dit ce que Jean Didier dit que j'ai dit sur... Enfin, j'ai un peu l'habitude. Non, mais je force un peu, moi aussi, je ne veux pas dire des choses comme... C'est pas après vous que vous j'en ai, c'est après ce monsieur. Non, si, parce que je dis... Ne prenez pas tout pour vous. Non, il a quand même été un peu question de moi et tout le monde l'aura entendu. Donc moi, je ne défends pas les statistiques, les machins, etc. Jean Didier, il faut vous souvenir de ce que vous avez dit, ne serait-ce que me concernant. Oui. Moi, je suis étonné de vous voir défendre le livre noir de la psychanalyse, parce qu'il y a la moitié qui est bonne, mais il y a une moitié qui est exécrable, c'est clair. Il y a plus de 40 personnes qui sont intervenues dans ce livre, parce que là encore, il faut rétablir des vérités historiques. Plus d'une quarantaine de personnes, dont 4 ont défendu les TCC. Ça fait combien ? 4 sur 40 ? Ça fait pas la moitié. Donc il faut arrêter, ça c'est la propagande de Roudinesco, d'avoir laissé croire... Non, on me dire que je suis influencé par Roudinesco. Ça pour le coup. Enfin bon, toujours est-il que c'est l'un des triomphes de cette dame d'avoir laissé croire que le livre noir de la psychanalyse, c'était le fonds de commerce des gens qui défendaient les TCC. Ce qui est faux. Ce qui est faux, ils sont minoritaires les défenseurs des TCC dans cet ouvrage. Mais comme c'était facile pour défendre le petit commerce psychanalytique, effectivement, ça a marché. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on le dit encore. Moi, j'ai lu le rapport de l'INSERM, j'en parle dans cet ouvrage. J'ai lu le livre noir de la psychanalyse. Le rapport de l'INSERM dit simplement qu'effectivement, la psychanalyse arrive bonne dernière en matière de soins et que les TCC arrivent bonne première en matière de soins. C'est tout, c'est constatable. Quand effectivement Jacques-Alain Miller, avec Bernard-Henri Lévy, vous avez raison, et dans la collection de Bernard-Henri Lévy, écrit un livre qui s'intitule « Voulez-vous vraiment être évalué ?» point d'interrogation, sans jamais répondre évidemment à la question, on se retrouve devant cette idée qu'on n'a pas à mettre son nez dans le travail du psychanalyste. Ni les impôts non plus. Jetez un coup d'œil sur le blog que j'ai fait. Vous y verrez des considérations sur Jacques-Alain Miller, le fisc et les impôts et l'argent qu'il a fait échapper au fisc, etc. Tout ça est dans le Nouvel Observateur. Tout ça est sur le Canard enchaîné il y a 5 ans et tout ça est sur le blog dont je m'occupe. Donc effectivement, il y a des gens qui défendent des intérêts. L'anti-livre noir de la psychanalyse dont Jacques-Alain Miller s'occupe, l'anti-livre noir, eh bien, il a été écrit 5 mois avant le livre noir de la psychanalyse. 5 mois. C'est-à-dire que comment vous pouvez faire pour écrire un livre 5 mois avant un livre qui est paru, vous ? Eh bien, tout simplement parce que 5 mois avant le livre noir de la psychanalyse, ils avaient fait un colloque anti-TCC. Toutes les thérapies comportementales cognitives s'étaient trouvées assassinées dans un colloque qui a été donné 5 mois avant la parution du livre noir de la psychanalyse. De sorte que comme personne n'a parlé de ça, et comme tout le monde parlait du livre noir, on a publié ces actes en appelant ça anti-livre noir de la psychanalyse, l'anti-livre noir de la psychanalyse, et on a publié ça comme une réponse au livre noir en ajoutant une préface de Jacques-Alain Miller, un texte de Clotilde Le Guil, un autre texte de Gérard Miller qui fait référence au livre noir pour donner quand même l'impression que
ça y répondait. Mais de fait, ce sont ces gens-là qui ont laissé croire que le livre noir de la psychanalyse était un manifeste de défense des TCC contre la psychanalyse, ce qui est faux. Ce qui est faux, ce qui est vérifiable, ce colloque contre les TCC existait alors que le livre noir n'existait pas. Il a été publié sous le titre anti-livre noir. Donc c'est du délire. Donc votre question m'intéresse parce qu'effectivement la négativité me fatigue. Et on n'est que sur ce terrain-là en disant il est contre Freud, il est contre la psychanalyse, il est contre les psys, il est contre les psychiatres, il est contre toutes les psychothérapies, etc. C'est du délire. C'est du délire. Je suis pour une psychanalyse post-freudienne. Donc merci de me poser la question qui me permet de préciser cette chose-là. Et on dit, ah oui, à une époque, vous aviez dit que vous vouliez être psychanalyste. Je dis, oui, et alors ? Et alors ? Où est-ce qu'il y a contradiction ? J'ai simplement pensé que, moi je suis amateur, pour Sartre du moins, pas du tout pour les questions, pour cette question-là du moins, pas du tout pour les autres questions politiques, etc., du Sartre de la psychanalyse existentielle. Simplement, Sartre, il a mis sur son divan des morts qui avaient écrit. Il a mis Baudelaire, il a mis Flaubert, il a fait un travail fantastique, mais c'est pas un travail de clinique. Il a fait ça avec Jean Genet. Jean Genet était vivant, sauf qu'il a travaillé sur les œuvres, et puis voilà. Et je me dis, mais comment on fait pour être psychanalyste si on n'est pas passé par le divan soi-même ? Et qu'on ne croit pas au divan non plus. Comment vous faites ? Je ne vais pas ouvrir mon truc en disant clinique, cabinet, Michel Onfray n'a pas été psychanalysé, mais elle va vous psychanalyser. Non. Donc effectivement, il y a une espèce d'impasse à se dire qu'on aurait envie de repenser une psychanalyse post-freudienne, de la repenser sur le terrain de la clinique, mais en même temps en s'autorisant de qui ? Moi, je ne veux pas m'autoriser de quelqu'un qui ne va pas me donner l'autorisation, qui me la donnerait ou qui ne me la donnerait pas, mais enfin d'un psychanalyste, et je ne veux pas m'autoriser de moi-même. Il n'est pas question de dire je démarre, je fais de la clinique, moi j'ai besoin de cobayes, et puis je vais chercher, je vais travailler, je vais regarder, je vais écouter, et puis d'envoyer les gens dans le mur. Et puis de ne pas soigner les gens, de ne pas aider les gens. On ne se joue pas de la misère des gens. Donc effectivement, j'ai toujours le désir d'une psychanalyse post-freudienne, qui en finisse avec ces histoires de complexe d'Édipe, de tous ces machins-là, en disant mais il faut une psychanalyse. Et Freud dit lui-même qu'il n'a pas inventé la psychanalyse. Il dit Breuer a démarré ça avant lui. Il le dit. Puis après, tellement imbu d'orgueil et de lui-même, il dira dans les considérations sur l'histoire de la psychanalyse, il nous dira que non, finalement, ses amis lui ont dit t'es trop modeste, c'est toi qui as inventé, etc. Et Freud dit bon, c'est moi. Non, il y a une psychanalyse avant. Il y a une psychanalyse pendant. Qui connaît Auguste Forel ? Personne. Oui, bien sûr. Qui connaît Pierre Janet, à part Jean Didier ? Il y a chez Pierre Janet, agrégé de philosophie, professeur au Collège de France, tout un travail sur l'inconscient qui a été pillé par Freud, etc. Non. Absolument. Et donc, on se dit, mais il y a ici à aller chercher un matériau qu'on a négligé. Un peu comme le communisme ou le marxisme-léninisme ont fonctionné comme des rouleaux compresseurs et qui ont interdit que le communisme ce soit autre chose, ou le socialisme ce soit autre chose que le socialisme bolchevique. Non. Il y a le socialisme libertaire d'un Albert Camus. Eh bien, c'est la même chose avec la psychanalyse. Freud a réussi à laisser croire que la psychanalyse, c'était lui, c'était personne d'autre, et que, indépendamment de lui, il n'y aurait pas de psychanalyse. Moi, je pense qu'au contraire, et c'est de rendre hommage à Freud que de dire qu'il a été un maillon important dans son temps, mais c'est pas le Coran. Et encore que, mais je veux dire, c'est pas le Coran, il n'y a pas une vérité éternelle tombée du ciel en disant c'est Freud, c'est indépassable, tout ce qu'il a dit c'est pour toujours. Et il faut être dans la littéralité. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc comment fait-on aujourd'hui ? C'est un texte que je vais mettre bientôt sur mon blog, parce que je réponds à votre question d'une certaine manière. Comment fait-on aujourd'hui pour fonder une psychanalyse post-freudienne en disant que nous avons besoin d'une psychanalyse post-freudienne, sans être tout seul dans son coin ? Parce que c'est fini l'époque où on se prend pour un conquistador, l'expression est de Freud, hein, en disant j'y vais tout seul, avec ma petite machette, et je vais dégager la jungle à moi tout seul. C'est fini. J'en appelle à un intellectuel collectif, pour utiliser une expression de Bourdieu, en disant il y a dans la salle des gens qui ont la clinique avec eux. Moi je suis simplement un philosophe. J'ai pas de clinique avec moi. Une clinique, c'est-à-dire travail sur des patients, hein, entendons-nous bien. Il faudrait que tout ce monde-là travaille ensemble. C'est fatigant la haine, c'est fatigant le mépris, c'est fatigant la détestation, c'est fatigant de stigmatiser, de criminaliser celui qui ne pense pas comme vous en disant fasciste, nazi, etc. Passons à autre chose. Et si on passe à autre chose, on se dit alors comment est-ce qu'on peut soigner les gens aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut les guérir ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme type de psychothérapie ? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? À partir de ce que Reich a raconté, de ce que Marcuse a raconté, de ce que Erich Fromm a raconté, le freudomarxisme. On ne peut pas imaginer que tous les problèmes renvoient à un inconscient phylogénétique dans lequel vous auriez des affaires avec papa, maman et des histoires d'Édipe qui remonterait à la nuit des temps. C'est fini, ça. Reich, il vous dit, mais vous êtes combien dans la maison ? Vous êtes famille d'ouvriers, vous vivez dans 40 mètres carrés et vous êtes 5 enfants, 2 parents et vous dormez dans la même chambre. Ça ressemble à quoi, votre sexualité ? C'est raté, évidemment.
c'est raté. Donc vous avez des névroses, donc vous avez des problèmes, donc vous avez des femmes qui ont peur d'être enceintes, donc vous avez des femmes qui ont peur de la sexualité, donc vous avez des développements d'hystérie, de phobie ou ce genre de choses. Reich fait rentrer l'histoire dans la psychanalyse. Freud n'avait pas du tout le sens de l'histoire. C'est quelqu'un qui a pensé le monde dans son bureau, entouré avec ses petites statuettes égyptiennes qui venaient d'Assur, de Babylone, etc., de Rome, d'Athènes, et qui travaillait avec des livres et puis accessoirement avec des gens. Il faut qu'on fasse rentrer l'histoire dans la psychanalyse et qu'on dise que l'inconscient, il est inscrit dans l'histoire et que l'inconscient, il est nominaliste. Il est solipsiste. L'inconscient de chacun, c'est son aventure personnelle. C'est pas un truc phylogénétique qui supposerait que nous aurions tous assisté au meurtre du père et que nous aurions tous mangé le père après l'avoir tué, ce qui aurait produit la naissance de la loi, etc. C'est n'importe quoi, ça. En revanche, on a un père en particulier, une mère en particulier, une date de naissance. On est dans un milieu particulier. On a des parents qui nous aiment bien, qui nous aiment mal, qui passent à côté. Des parents narcissiques, égocentriques, généreux, gentils, pas gentils, méchants, qui frappent, qui donnent, qui partagent, qui je sais pas quoi. Enfin, il y a tout ça. Et ce sont des histoires singulières. Et ce sont aux histoires singulières que nous réagissons. Et les névroses qui sont les nôtres, elles sont des réactions à des histoires singulières et pas du tout à des schémas. On a parlé tout à l'heure du pragmatisme un petit peu. Je pense que si on est dans une perspective pragmatique, une psychanalyse post-freudienne, c'est une psychanalyse pragmatique. Elle se soucie de l'histoire de chacun. Chez Freud, quelle que soit votre histoire, c'est toujours un problème édipien. Quelle que soit la serrure, la clé est toujours la même. Récemment, on vient de faire paraître un journal d'analyse d'une dame qui s'appelle Anne Nager. Ça a été longtemps introuvable, 2 cahiers, on a édité ça, et puis on voit ce qu'est la psychanalyse de cette dame, et ce que ça produit comme type d'effet. Elle vit depuis 7 ans avec son fiancé, elle ne sait pas si elle doit l'épouser. Elle va faire une analyse chez Freud. Il y a pire comme problème, je veux dire, dans la vie. Elle fait une analyse, raconte des histoires, etc. Je l'aurais parié. La solution, c'est quoi? Elle désire coucher avec son père, et elle désire détruire sa propre mère, et elle a des fantasmes de masturbation. Ceci explique cela, au revoir madame, etc. Elle n'épouse pas son fiancé, elle en épouse un autre avec lequel elle a des enfants et ils vécurent longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants. Réponse des Freudiens aujourd'hui, elle a été guérie par la magie de la psychanalyse freudienne qui était faut arrêter ce genre de pensée magique. Donc je pense que si on veut aujourd'hui vraiment faire une psychothérapie post-freudienne, on se soucie des vraies pathologies, des vrais problèmes, on les inscrit dans l'histoire, ces pathologies-là, c'est l'histoire singulière de chacun, ce sont les conditions d'existence de chacun. Si vous avez effectivement des problèmes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, de précarité au travail, si on vous exploite, si on vous méprise, si on vous humilie, si on vous fait faire des boulots humiliants et dégradants, il est normal que votre inconscient soit produit par ce genre d'effet. Ça n'a rien à voir avec Édipe, ça n'a rien à voir avec l'ordre primitif, ça n'a rien à voir avec la théorie de la séduction, ça n'a rien à voir avec tout le fatras freudien. Simplement, il faut repenser ça sur le mode de l'intellectuel collectif, c'est-à-dire arrêter de s'insulter, arrêter de se mépriser, arrêter de dire que ce qui est vrai, ce que sont les faits ne sont pas les faits, que ce que je dis, je l'ai inventé, que ce qui se trouve dans une correspondance, c'est faux, que je ne sais pas lire, arrêter tout ça et dire oui, vous avez raison, dont acte, on passe à autre chose, c'est fini, d'accord, peut-être vous avez raison sur Freud, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait pour que la psychanalyse puisse aider, servir des gens, guérir des gens? Qu'est-ce qu'on fait quand le pouvoir d'achat des gens, c'est difficile pour beaucoup et que ça coûte horriblement cher, une psychanalyse? Est-ce qu'on doit vraiment payer? Est-ce que ça doit être vraiment gratuit? Enfin, repenser tout ça. Donc c'est à repenser avec le travail de Jean Didier, par exemple, ou quoi qu'il en dise de Jean-Pierre Changeux, ou quoi qu'il en dise de Cyrulnik avec l'éthologie. Moi, je pense que si on pense à l'éthologie, si on pense aux neurosciences, non, mais je dirais, tout le monde... Ou d'autres, bien sûr, et sur d'autres qui sont susceptibles. Non, mais il ne faut pas qu'on commence aussi à dire on va travailler ensemble, mais pas celui-ci c'est un con, pas celui-là c'est un pauvre type. Écoutez, il faut aller au-delà de ce qui nous sépare pour retrouver ce qui peut éventuellement nous réunir en disant chacun va faire son miel de tout ça. Et puis avec l'éthologie, on a des choses à apprendre, avec les neurosciences, on a des choses à apprendre, avec d'autres psychanalystes, on a des choses à apprendre, avec des travailleurs sociaux, on a des choses à apprendre, avec des infirmiers psychiatriques qui ont des choses à nous dire. Écoutez, aussi, on a des choses à apprendre. On va s'arrêter maintenant, si tu veux bien, si vous voulez bien. Je vais conclure très vite en disant que je souscris tout à fait avec cette conclusion. C'est vrai que l'avenir sera une nouvelle psychanalyse, parce que de toute façon, le psychisme, on ne sait pas ce que c'est trop encore, et on ne sera pas trop de plusieurs à pouvoir entrer dedans. Donc, vive la psychanalyse post-freudienne. Allez. Et Nunc est vivendo. Hop.